Merci de l'invitation, hein, ça fait plaisir de pouvoir intervenir dans ce cadre. Donc le thème est assez clair. Un petit mot, le terme capitalisme monopoliste d'État, il apparaît dans la littérature en 1917 dans la catastrophe imminente et les moyens de la conjurer de Lénine, où il parle un peu des caractères nouveaux que prend l'économie et le capitalisme dans le contexte de la Première Guerre mondiale, en disant que l'intervention massive de l'État pour l'effort de guerre crée un fonctionnement nouveau du système capitaliste qui annonce sa transformation, son dépassement, son renversement plus tard. Mais ça reste quand même très embryonnaire à l'époque, surtout que le phénomène lui-même, la chose, capitalisme monopoliste d'État, est quand même à l'époque pas encore vraiment développée. Ensuite, la notion va être évoquée de temps en temps par les économistes soviétiques, mais pas beaucoup. Staline l'ignore complètement. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il apparaît quand même quelque chose. C'est-à-dire l'idée qui prédominait à l'époque, c'était que le capitalisme était entré dans une crise générale, avec tout ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres, la crise des années 30. Donc l'idée était que le capitalisme était condamné, qu'il allait à sa perte, à son effondrement, et que la prochaine étape, c'était une révolution qui le faisait disparaître. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50 et dans les années 60, on s'aperçoit qu'il se passe quand même quelque chose, qu'il y a vraiment des changements, que l'État intervient vraiment beaucoup dans l'économie, beaucoup plus qu'avant. Et aussi, à l'époque, on n'a pas l'impression que le capitalisme est au bord de s'effondrer, jusqu'à la fin des années 60. Et donc ça pose évidemment un problème à la théorie économique marxiste. Qu'est-ce qui se passe? Et pas seulement économique d'ailleurs. Et donc c'est une époque de controverse entre théoriciens soviétiques et du reste du mouvement communiste international. Et je crois que l'auteur qui a vraiment renouvelé la théorie sur ce sujet-là, c'était Paul Bocara, à partir des années 60, quand il a développé une certaine conception de ce qu'on a pu appeler à l'époque le capitalisme monopoliste d'État, à travers toutes sortes de controverses avec les soviétiques. Voilà. Et donc, je vous ai apporté ici un bouquin qui est récent, qui reprend des textes écrits tout au long de la carrière de Paul Bocara, et notamment un des tout premiers qui porte précisément sur ce sujet. Donc si vous voulez approfondir ce dont on va parler aujourd'hui, il y a des matériaux dans ce livre qui est paru. Et donc moi je pense que la notion est toujours pertinente aujourd'hui, à condition de bien voir que le capitalisme monopoliste d'État tel qu'il existe aujourd'hui, on définirait peut-être plus généralement, peut-être par l'expression de capitalisme monopoliste d'État social, puisqu'il y a eu la dimension sociale, sur laquelle on insiste peut-être davantage aujourd'hui, il est en crise. Il est entré dans une crise structurelle. Et que la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle est l'issue de cette crise? Est-ce que cette issue est possible sans dépasser radicalement le capitalisme, et donc passer à autre chose? C'est ça la question qui se pose à mon sens aujourd'hui. Donc, je vais essayer de justifier cette vision des choses à travers un exposé que je vais essayer de faire aussi synthétique que possible, parce qu'on pourrait évidemment développer longuement un sujet pareil. Donc, j'ai un plan qui commence par quelques rappels théoriques. Il y a une deuxième partie, théorique, disons, élémentaire. Il y a une deuxième partie qui développe, disons, ces éléments de théorie marxiste à partir de la notion d'évolution dans le temps du capitalisme. Il existe des cycles, et qu'est-ce que ça signifie et quel type de cycle connaît le capitalisme? Et donc l'entrée dans le capitalisme monopoliste d'État, qu'on peut dater du tournant des années 30 et 40, son entrée en crise et la situation où on est aujourd'hui, c'est le dernier épisode des cycles successifs qui ont émaillé l'histoire économique depuis que le capitalisme est devenu le mode de production qui domine toute l'économie mondiale, c'est-à-dire au moins depuis la fin du XVIIIe siècle. Et il y a une quatrième... donc, c'est le sujet de la troisième partie. La quatrième partie va revenir rapidement, trop rapidement, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une ou plusieurs autres séances de l'université permanente, ce sujet-là, sur ce qui fait que le cycle actuel est très très particulier, qu'il y a des différences profondes avec les cycles précédents, et c'est une des raisons qui font que les propositions que je défends sont
des propositions qui prétendent répondre à ce caractère extraordinairement profond de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et profondément systémique. Alors justement, je voudrais commencer un petit peu par un aspect méthodologique, qui est la notion de système. Je pense que la théorie des systèmes a été développée au XXe siècle, donc Marx ne la connaissait pas en tant que telle, mais c'est le fait de pouvoir intégrer certaines notions de la théorie des systèmes dans la pensée marxiste, ça aide à aller plus profondément dans la compréhension de ce que peut nous apporter l'œuvre de Marx et ce qu'il a trouvé. Donc un système, parce que le paysage intellectuel français dans les années 60-70 a été dominé par un courant idéologique qui était le structuralisme. Avec des gens, alors je peux citer tout le monde, hein, Foucault, Lévi-Strauss, ils étaient presque tous à leur façon, et ils insistaient sur une idée, c'est que la société, les phénomènes sociaux, psychologiques, artistiques, ce ne sont pas des choses, ce sont essentiellement des relations entre des choses. Donc c'est effectivement un progrès par rapport à une vision un peu naïve et comment dirais-je, élémentaire de la complexité du social, des sociétés humaines. Donc un système, c'est une structure, c'est-à-dire c'est des éléments et des relations entre ces éléments. Mais je pense que Marx va plus loin que ça, parce qu'il prend en compte le fait que la structure économique, par exemple, elle n'est pas seulement une structure, elle fait des choses, elle réalise des opérations. Donc la structure, c'est les forces productives, les usines, les moyens de production, les relations sociales, le droit qui codifie et qui organise la façon dont les êtres humains travaillent pour tirer des produits de la nature et en faire des produits utiles pour eux. C'est ça une définition de l'économie possible. Mais donc ça veut dire qu'il y a des opérations. Et classiquement, dans l'économie classique, il y a la production, on produit des choses. Les marchandises dont nous nous servons tous les jours et qui sont notre environnement quotidien, il a fallu travailler pour les produire, à partir des ressources naturelles qui existent dans la nature. Et ensuite, ces marchandises circulent en régime capitaliste, en général sur un marché, elles conduisent à une répartition des revenus, une répartition des richesses, et elles permettent la consommation. Et puis le système se reboucle, parce que la consommation influe en retour sur la production. Donc c'est très dialectique, et donc le système, c'est la structure et les opérations que fait la structure. Mais si on a une structure avec des opérations que fait la structure, et que l'on s'en tient là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ne sait pas comment le système tient ensemble, comment les opérations se reproduisent à l'identique ou quasi à l'identique d'un cycle de production à un autre, d'un cycle de circulation à un autre. Donc il faut aussi une régulation. La régulation, c'est ce qui fait que le système fonctionne en respectant des règles, et s'il tend à s'écarter des règles, il y a quelque chose qui vient le ramener dans les règles. Et puis c'est aussi ce qui fait que le système évolue. Chez Marx, Marx, il n'y a pas une vision de la société qui est statique, qui tourne en rond. C'est plutôt une spirale, c'est-à-dire que d'un cycle à l'autre, il y a des choses qui changent. Parfois un peu, ou très peu, parfois beaucoup. Et donc la régulation, c'est aussi ce qui détermine comment le système va changer au cours du temps. Donc c'est vraiment ça qui inspire la façon dont je me propose de vous présenter cette notion de capitalisme monopoliste d'État. Puisque c'est un certain état de la régulation du système à l'issue de transformations qui se sont produites au cours de cycles successifs. Donc la vision systémique de l'économie est plus riche et plus profonde, à mon avis, que la vision structuraliste, qui est la vision qui inspire beaucoup d'économistes aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des étudiants d'économie ici, mais tout le courant, Aliétard, Orléans, toute l'école parisienne de la régulation, ce sont des structuralistes qui se réclament du structuralisme. Moi, je pense que le marxisme va plus loin. Et on intègre bien sûr ce qui peut y avoir d'utile et d'innovant dans une vision structuraliste de l'économie, mais en rajoutant des choses qui permettent de comprendre mieux encore comment fonctionne l'économie. Donc je passe rapidement sur cette chose-là parce que j'y reviendrai plus tard. Et je passe directement au grand classique de l'économie marxiste qui est exposé dans le livre du Capital et dans d'autres ouvrages, c'est la mise en évidence de la différence entre ce qu'est une économie de marché en général et ce qu'est une économie capitaliste plus spécifiquement.
Marx prend bien soin dans le Capital de décrire d'abord les contradictions de la marchandise, valeur d'usage, valeur d'échange qui représente la valeur des marchandises. Alors, bon, on va revenir là-dessus si on avait le temps. Donc contradiction de la marchandise qui se manifeste par la valeur d'échange, apparition de la monnaie comme composante indispensable pour le fonctionnement du marché, et circulation des marchandises. Donc, sur un marché, on a des producteurs qui produisent des marchandises M, qui veulent se procurer d'autres marchandises qui correspondent à d'autres besoins qui ont une autre utilité, et pour ce faire, ils vont sur le marché, ils se dessaisissent de leurs marchandises, en échange ils reçoivent de l'argent. Ça c'est spécifique à une économie de marché, ça. Hein, on n'échange pas les choses les unes contre les autres en raison d'une valeur symbolique ou que sais-je. C'est pas comme dans certaines sociétés non capitalistes. Là, on obéit aux règles du marché. Dans la règle du marché, on a vendre des marchandises à leur valeur contre de l'argent. Et une fois que j'ai de l'argent, je peux décider, ou pas, d'acheter d'autres marchandises si ça correspond à ce que je souhaite faire. Ça, c'est la circulation saine des marchandises. Ça existe dans des sociétés, dans des économies de marché qui ne sont pas forcément capitalistes. Il va y avoir des économies de petits producteurs, indépendants. Tout à fait, ça a existé dans l'histoire, et ça ne sont pas des sociétés capitalistes. On devient une économie capitaliste quand le but de la circulation des marchandises, ça n'est plus de se procurer des biens utiles, ça n'est plus la valeur d'usage des marchandises, le but, c'est d'accumuler de l'argent. Donc un capitaliste, c'est quelqu'un qui arrive sur le marché avec de l'argent et qui a l'intention de sortir du cycle de production avec davantage d'argent. La différence entre l'argent qui sort du cycle de production A' et l'argent qui y entre, c'est ce qu'on appelle le profit, qui est issu de la plus-value, qui est la partie de la richesse créée par les travailleurs, qui n'est pas versée sous forme de salaire, mais qui est appropriée par les propriétaires des moyens de production sous forme de profit. Mais pour passer de A à A', il faut passer sur le marché pour acheter des moyens de production. Les moyens de production, il y a le capital constant, les machines, les bâtiments, les matières premières. Il y a le capital variable, c'est la force de travail humaine qui est rémunérée par un salaire et qui a la propriété de créer de la valeur. Et dans une économie qui est viable, normalement, le travail des salariés, puisqu'on est en régime capitaliste, donc on a des salariés, le travail des salariés produit plus de valeur que la valeur nécessaire pour reconstituer leur force de travail, donc que la valeur de leur force de travail, qui leur est versée sous forme de salaire. Et donc il y a une différence qui apparaît à l'issue du processus de production, qui donne lieu à une vente des marchandises à un prix plus élevé que l'ensemble de ce qui a été avancé pour la production. Il apparaît une différence qu'on appelle le profit, qui devient le profit à partir du moment où il est approprié par les capitalistes. Et donc, le capital, c'est ça. C'est de l'argent qui devient plus d'argent. Donc, à chaque cycle de production, le capital devient encore du capital, mais avec un peu plus de capital, et ça ne cesse d'augmenter. Et on parlait tout à l'heure de régulation du système. Marx, dans le livre 3 du Capital, montre, sans employer cette expression, mais c'est la façon dont on peut l'interpréter à la lumière de tout ce qui a pu être pensé en matière économique et sociale depuis le milieu du XIXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle. C'est le régulateur du système, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui va déterminer toutes les décisions des entrepreneurs capitalistes, c'est le choix. J'ai de l'argent, je vais pouvoir l'investir dans un certain placement, qui peut être de la production, qui peut être autre chose, de la spéculation financière, et je vais choisir où je mets mon argent en fonction du taux de profit attendu. Si j'ai un taux de profit de 10% en construisant une usine, et si j'ai un taux de profit de 15% en achetant des bons du Trésor américain et en attendant de toucher les revenus et les plus-values qui vont en ressortir, je vais choisir d'acheter des bons du Trésor américain et de ne pas produire. Voilà. Ça, c'est le régulateur du système. Et toute la gestion capitaliste est déterminée par ce critère de gestion-là. Alors, bon, et tout ça sans oublier qu'effectivement, il s'agit bien de décisions sur la production. Et que la richesse que les capitalistes accumulent, elle ne vient pas du marché financier, elle ne vient pas du ciel, elle vient du travail des gens. Donc à la base, il y a l'exploitation. Hein. Mais la gestion des entreprises par le système capitaliste va être commandée
par la recherche du taux de profit le plus élevé, donc ça va induire la recherche d'un taux de plus-value le plus important possible, pouvoir prendre le plus possible, de pouvoir accaparer le plus possible de la richesse créée par les travailleurs pendant leur temps de travail, et bien d'autres procédés pour accumuler le plus vite possible le capital disponible. Et un des procédés qui a fait la preuve de son efficacité au cours de 2 siècles d'histoire du capitalisme, au moins 2 siècles, c'est de pouvoir accumuler une partie du capital dans des moyens de production qui vont permettre d'augmenter le taux d'exploitation des travailleurs. On va dépenser dans des machines, des outils, des systèmes de production, des systèmes matériels de production de plus en plus chers, parce que ça permet de tirer plus de valeur pour un temps de travail donné des salariés. Alors c'est ce qui donne cette accumulation du capital. Donc c'est le schéma de tout à l'heure mis en graphique. J'ai acheté du capital constant, des machines, des bâtiments, des matières premières. J'ai acheté du capital variable, j'ai payé des salaires à des salariés. Les salariés produisent, ils produisent de la plus-value. Cette plus-value, je vais l'accumuler, je vais me l'approprier comme profit. Et qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'en consomme une partie sans doute, mais le principal usage de la plus-value, c'est d'être réinvesti sous forme de capital. Donc je vais augmenter le capital que je vais avancer pour la production. Et je vais recommencer un cycle de production. Et avec encore plus de capital, je peux espérer, et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je peux espérer ainsi augmenter mon taux de plus-value, augmenter la part du profit dans la richesse créée par les travailleurs. Mais j'ai un problème. C'est que l'accumulation de capital, comme vous voyez ici, elle n'a pas de limite. Je peux toujours acheter davantage de moyens matériels de production, je peux toujours accumuler des machines de plus en plus chères, je peux toujours reproduire, construire des nouveaux sites de production. A priori, il n'y a pas de limite. Par contre, le nombre de gens que je peux exploiter dans un pays donné, ou sur la Terre, parce que maintenant on est dans une économie mondialisée, il a une limite. Quand j'arrive au stade où tous les salariés sont employés, au stade où j'utilise les méthodes de production les plus efficaces, les plus modernes, celles qui tirent le maximum de valeur du travail des salariés, si je rajoute une unité de capital, je ne vais pas rajouter davantage de plus-value. Donc je vais avoir plus de capital matériel avancé. Je ne peux pas acheter davantage de capital variable puisque tous les salariés sont employés, le salaire est à un niveau qui correspond à sa valeur, disons. Et il n'y a pas d'autres travailleurs. Je peux faire travailler les enfants. Mais il y a des résistances aussi. Donc il arrive un moment où la quantité de capital variable ne peut plus augmenter davantage, le degré d'exploitation de la force de travail ne peut pas augmenter davantage, et pourtant j'ai toujours du capital qui rentre, et qui demande sa rentabilité. Et qui nous dit, mais comment se fait-il? Hier j'avais un taux de profit de 10%, là je réinvestis encore mes 10%, et je n'ai pas un taux de profit de 10% cette fois-ci. J'ai le même plus-value qu'avant, avec plus de capital. Donc c'est une suraccumulation de capital. Marx utilise cette expérience de pensée en disant, si vous voulez savoir ce que c'est que la suraccumulation de capital, imaginez ça. On est au maximum du taux d'exploitation des travailleurs, on est au maximum des technologies, on est au maximum de l'emploi. Si je rajoute une unité de capital, je n'aurai pas plus de profit. Parce que j'ai déjà tiré tout ce que je pouvais tirer. Donc j'ai trop de capital par rapport au profit que je peux tirer des travailleurs que j'emploie. Et donc là, j'ai trop de capital par rapport au profit que je peux en tirer. Et comme mon économie est régulée par un régulateur qui est le taux de profit, ça s'allume, ça clignote en rouge en disant « Attention, ça ne va pas du tout ». Baisse du taux de profit. Et donc en réalité le signal s'allume avant même qu'on arrive à ce stade-là. Quand les entrepreneurs, les économistes, les observateurs de l'économie, qui sont les auxiliaires du capital, étudient le système, ils voient à un moment donné qu'il y a une menace sur le taux de profit. Et là il se passe quelque chose. Par exemple, les entrepreneurs qui ont emprunté massivement de l'argent à des banques en leur disant voilà, je vais construire des nouveaux moyens de production. Et vous pouvez me prêter de l'argent parce que vous allez voir, ça va être rentable, je vais pouvoir vous rembourser, ça va marcher, parce que je vais avoir un très haut taux de profit. Si, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que le taux de profit n'est pas au rendez-vous, la banque, elle est au rendez-vous. Elle dit alors, mon emprunt, est-ce que tu me le rembourses? Et là, le patron de PME, ou voire patron de grande entreprise,
Et il regarde et il s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas l'argent pour rembourser la banque. Et là, problème. Faillite, fermeture d'entreprise, PSE, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle une crise. Et donc le système capitaliste a cette tendance-là. C'est un système qui est par nature spéculatif, puisqu'il est régulé par des gens qui font des paris sur l'avenir. J'aurai demain un taux de profit plus élevé que celui que j'ai aujourd'hui. Donc ça a marché une fois, je recommence. Ça a marché une deuxième fois encore mieux que la première fois, je recommence. Et puis la troisième fois, ça ne marche plus. Et là, c'est comme quelqu'un qui s'avance sur la glace, et à un moment donné, il sent la glace se dérober sous ses pas. Et c'est à ce moment-là, on voit apparaître des crises. Donc il y a les mécanismes des crises qui ont été un sujet infini de controverses entre économistes. Je passe très très vite sur ces mécanismes économiques concrets parce ça fait déjà un bon quart d'heure que je parle, il faut arriver à avancer dans le sujet. Mais il y a 2 siècles de théorie économique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi je pense qu'on comprend assez bien ce qui se passe en prenant des petits schémas qui simplifient outrageusement la réalité, mais qui moi m'ont aidé à comprendre. Ce qu'on entend par suraccumulation de capital et dévalorisation de capital. C'est des termes qui sont dans Marx, mais qui sont plutôt à la fin du Capital, dans des chapitres qui sont moins lus que le livre 1 et qui ont retenu moins l'attention jusqu'au milieu du XXe siècle, quand on a commencé, notamment avec les travaux de Paul Boccara, à s'intéresser davantage à cet aspect de l'œuvre de Marx. Et donc voilà. Alors moi, je décris ce que je viens de dire de la façon suivante. Imaginons une économie. Il y a une quantité de capital constante, il y a la variable, de 100. Et ce capital est rentable. Pour 100 de capital avancé, on va avoir 20 de profit. Ça fait un taux de profit de 20%. C'est bien. Ça va. On peut vivre avec ça. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui quand l'économie est prospère. Même très prospère. Maintenant, est-ce que je peux avoir plus? Si je ne suis pas content avec mes 20% de profit, est-ce que je peux en obtenir plus? Alors, si je prends l'économie tout entière, la réponse est non. Parce que tous les salariés sont employés, donc dans les 100, il y a tous les salaires qui sont versés, et ils rendent le maximum de profit. Donc, on ne peut pas faire plus de 20 de profit avec 100 de capital. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une chose qui est possible, c'est que, supposons que je détruise la moitié de mon capital. Donc, au lieu de 100 de capital, j'ai 50. Et si j'ai la même plus-value, donc je peux accaparer la même quantité de profit, mon taux de profit, il va doubler. Ça fait du 40%. Alors, ça s'appelle une crise. Détruire du capital, ça veut dire fermer des usines, supprimer des emplois, baisse des prix, baisse de la demande. Alors, oui, j'ai oublié une recommandation en commençant l'exposé. Si vous avez des observations, des remarques, des objections, n'hésitez pas à interrompre. C'est plus intéressant comme ça. Surtout qu'on est dans une configuration suffisamment conviviale pour qu'on puisse se permettre. Oui. Parce que du coup, quand il détruit du capital, les 50 autres, ils sont où? Voilà, donc effectivement. Donc ça prouve que mon schéma est faux, et j'en suis conscient. En réalité, évidemment, si je détruis la moitié du capital, je ne vais pas dégager 20 de plus-value. Forcément, il y aura moins de richesses qui seront créées, il y aura moins d'emplois. Mais ce qui se passe c'est un schéma totalement théorique. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'effectivement, on ne va pas avoir 20 de profit, mais on aura peut-être plus que 10. Parce que le capital qui va survivre, il va être peut-être plus efficace technologiquement que le capital qui existait avant. D'autre part, si je supprime des emplois, que je fais exploser le taux de chômage, d'une situation de ce qu'on appelle le plein emploi, c'est-à-dire qu'avec peu de chômeurs, à une situation où il y a beaucoup de chômeurs, j'aimerais en servir, moi, capitaliste, pour faire pression sur les salaires. Et je vais embaucher des gens qui, à qualification égale, à efficacité égale, vont accepter de recevoir des salaires moins élevés. Donc avec moins de capital, j'aurai sans doute un taux de profit plus élevé. Donc je ne vais pas passer à 40% de taux de profit, mais je vais peut-être passer à 21, 22, 23. Et les capitalistes qui vont surnager, ceux qui n'auront pas fait faillite dans la crise, eux, ils seront plus efficaces que ceux qui n'avaient pas surnagé, que ceux qui ont disparu. Et donc c'est comme ça que le capital arrive à, en quelque sorte, régénérer sa capacité à faire du profit et à accumuler. Et ça, c'est des processus... Pardon. Non, mais oui. Moi, c'était pas ça ma question. Oui. Je comprends l'histoire du processus, mais à quoi ça lui sert, puisqu'à la sortie, il a 20 et là, il avait 20. Donc pourquoi pas laisser 100? Pourquoi il Alors, parce que son critère, c'est pas la quantité de profit,
Ça, c'est Staline qui dénonçait le profit. Mais le régulateur de l'accumulation capitaliste, c'est pas le profit, c'est le taux de profit. C'est le profit comparé au capital avancé. Donc c'est une question très importante. Même si à la sortie, il n'a pas plus. Même s'il y a moins, à la limite, même s'il y a moins de profit à la sortie, si c'est plus de profit en comparaison du capital avancé, le capitaliste qui possède ce capital-là, les capitalistes qui ont avancé, qui ont gagné dans la crise, eux, ils sont contents parce qu'ils ont un taux de profit plus élevé que ce qu'ils avaient avant. Mais c'est au prix de la disparition des autres capitalistes, de ceux qui ne sont pas capables de faire un taux de profit aussi élevé. En fait, les 50 qui ont disparu, c'est pas forcément le capitaliste qui a gagné. Il a fait disparaître les autres. Oui. D'accord, oui. Enfin, c'est une façon, c'est un processus qui se produit typiquement dans les crises. Un des effets de la crise, c'est que ça purge le système. Les capitalistes les moins efficaces, entre guillemets, en termes de taux de profit, ils font faillite. Ça veut dire qu'ils disparaissent en tant que capitalistes. Et les autres, ceux qui arrivent à survivre, alors eux, ils sont les gagnants de la crise. C'est comme ça que ça marche dans une crise normale, dans une bonne crise, tel qu'il en survient, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, tel qu'il en survient à peu près tous les 7 à 10 ans dans l'économie capitaliste depuis 200 ans. Au moins depuis 1848, on a ces processus-là, on a des crises, une marche des affaires avec des cycles d'une dizaine d'années qui ont été mis en évidence par les statisticiens, notamment le médecin français Clément Juglar qui a laissé attaché son nom à l'étude de ces cycles-là. Donc ça, c'est une forme de régulation du capital. C'est-à-dire, le capitalisme se régule par crise. C'est une forme de régulation. Il y a des morts, il y a des victimes, enfin des morts économiques tout au moins, il y a aussi des vraies morts. Le chômage, on sait que ça tue les gens aussi. Mais donc il y a des morts, des morts économiques. Mais le système, à travers ce processus-là, réussit à se régénérer. C'est-à-dire que le capital le moins efficace disparaît, il est remplacé par du capital plus efficace. Donc le système peut se maintenir. Mais alors on observe aussi, et j'y reviendrai dans un instant, que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand même, au bout d'un moment, pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir dépasser une crise, il faut passer à des technologies plus modernes. Mais des technologies plus modernes, en général, ça suppose davantage de formation pour les travailleurs. Par exemple, au début du capitalisme, les ouvriers qu'on allait chercher pour les mettre dans les manufactures, souvent, ils ne savaient pas lire. Aujourd'hui, employer quelqu'un qui ne sait pas lire, et on ne va pas tirer du profit de quelqu'un qui ne sait pas lire. Non seulement il faut qu'il sache lire, mais maintenant il faut qu'il ait bac plus quelque chose si on veut qu'il soit vraiment efficace. Or, des travailleurs qui sont formés, ils coûtent plus cher parce qu'il faut les former. Et puis parce qu'ils ont des moyens de faire reconnaître plus ou moins leur qualification. Alors, très peu aujourd'hui, parce que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans sa crise, il est capable de rémunérer des docteurs à 1 200 € par mois. Donc c'est comme ça. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais quand même, ça pose des problèmes. Et donc, à un moment donné, l'évolution des forces productives qui exigerait qu'on dépense davantage en salaire, en formation, etc., entre en contradiction avec les rapports de production qui font que le système capitaliste, lui, ne cherche qu'une seule chose, c'est de baisser le coût du travail, baisser les salaires pour pouvoir augmenter le taux de plus-value. Donc ces contradictions-là, on peut les repousser à travers les crises cycliques, mais on ne peut pas les repousser éternellement. Et donc, je prends l'image, toujours c'est l'histoire de la régulation, je prends l'image qui est toujours, qui représente une partie de la réalité, sans plus, l'image d'une machine. J'ai une machine qui tourne, puis de temps en temps il y a des pièces qui tombent en panne, bon, on remplace les pièces et la machine recommence à tourner. Mais il y a des moments où la machine est tellement usée, elle a tellement été au bout de ses capacités, qu'il ne suffit plus de remplacer des pièces. Il faut changer le plan de la machine. Et donc il faut changer la régulation du système. Il faut apporter des transformations dans la régulation profonde du système. Et c'est ce qui explique que le capitalisme est passé par des phases successives de transformation profonde de sa propre régulation, sur lequel je vais revenir dans un instant. Et une des modalités par lesquelles il peut modifier sa régulation, c'est une autre forme de dévalorisation du capital, plus subtile que celle que j'ai évoquée ici. Le principe est toujours le même. Il s'agit de pouvoir, si j'arrive pas à avoir plus de profit par rapport au capital que j'ai, je vais peut-être essayer d'avoir autant de profit pour moins de capital, et ça va me faire monter mon taux de profit. Alors il y a une autre façon de procéder, qui est moins violente en apparence, et plus structurelle. Donc je pars de la même situation, et maintenant, au lieu de détruire la moitié du capital, je vais faire 2 parties au capital existant. Il va y avoir une partie qui va demander très peu de profit, et une autre qui va ramasser tout le reste.
Donc, si je change le partage du profit entre les capitalistes les plus puissants, ceux qui sont capables d'imposer un autre partage du profit, vont pouvoir avoir un taux de profit plus élevé. Par exemple, ici, il y a des mauvais capitalistes qui vont être obligés de supporter un taux de profit très bas, mais les bons capitalistes, ceux qui sont les plus forts, ils vont pouvoir monter leur taux de profit. Et ça peut durer, ça, par contre. Ça, c'est pas un phénomène qui se produit de temps en temps par crise et puis qui recommence. Ça peut être permanent. C'est une forme de dévalorisation permanente, structurelle du capital. Alors, quelle forme ça peut prendre? Alors, il y a une forme qui est bien connue et qui remonte au XIXe siècle. C'est si vous avez un groupe industriel et financier appuyé sur des banques très puissants, exemple PSA, Airbus, il peut faire travailler une nuée de sous-traitants beaucoup moins puissants et il leur impose des conditions financières, commerciales, léonines. Et donc ça veut dire qu'en réalité, une partie de la plus-value qui est produite par les travailleurs du sous-traitant, elle est captée par le groupe, puisque le sous-traitant va faire des prix anormalement bas, donc il va pas prendre pour lui toute la plus-value qui est produite par ses salariés, et la différence, c'est le groupe qui est son donneur d'ordre qui va l'embaucher. Donc c'est une captation de la plus-value des petits par les gros. Ça, c'est un mécanisme qui s'est développé fortement à la fin du XIXe siècle. Je vais également revenir sur ce sujet-là. Ou alors, vous pouvez avoir une autre forme de dévalorisation structurelle qui est très importante et qui est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Si je suis un groupe public, par exemple EDF à la Libération, entreprise ultra performante, beaucoup plus efficace que les différents producteurs d'électricité mal organisés qui existaient avant la guerre, je fais beaucoup de plus-value parce que les salariés de EDF produisent beaucoup et encore plus que leur salaire, même si à l'époque ils ont des conditions sociales et salariales favorables. Et donc, il y a beaucoup de plus-value à EDF. Mais EDF ne garde pas la plus-value pour elle. Elle vend l'électricité à Péchinet, pas cher du tout. Et Péchinet, qui a besoin de beaucoup d'électricité pour faire de l'aluminium, constitue un groupe très puissant en bénéficiant de cette plus-value arrachée aux travailleurs d'EDF, si j'ose dire. Ça, c'est le mécanisme fondamental du capitalisme monopoliste d'État sur lequel on est aujourd'hui en train de réfléchir. Donc, c'est une forme de dévalorisation structurelle. Pareil, quand les banques nationalisées comme Crédit Lyonnais, Société Générale, la BNP dans les années 60, fonctionnent en demandant des taux d'intérêt bas et en ayant peu de fonds propres et réclamant peu de profit, elles financent les grands groupes à des taux d'intérêt favorables, moins élevés que le taux de croissance de l'économie, que les taux de profit des groupes, et ça aide à l'accumulation du capital privé. Quand on privatise les banques, les règles changent. Exactement, on s'est mis à privatiser les banques quand le capital international a décidé que les règles devaient changer, mais j'y arrive dans un moment. Donc voilà, j'ai essayé d'exprimer, de symboliser de façon très simplifiée des mécanismes qui sont des modalités de la régulation du système économique capitaliste tel que je l'ai défini en commençant. Donc c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais là on va passer à des choses plus concrètes. Par exemple, ça c'est assez concret, cette courbe elle représente le nombre d'emplois aux États-Unis. C'est le nombre d'emplois salariés non agricoles. Donc c'est la statistique, une des statistiques les plus regardées du monde. Tous les vendredis après-midi, les marchés retiennent leur souffle pour savoir quelles sont les statistiques qui sortent du bureau of Labor Statistics des États-Unis, parce qu'on regarde combien les États-Unis ont créé d'emplois au cours du mois précédent. Et alors c'est très intéressant parce que vous voyez que sans aucun modèle, sans aucun autre élément de calcul d'analyse économique, on voit très très bien que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a des cycles. Des courts, des longs. Celui-là assez long, celui-là assez court, celui-là très long, le dernier. Donc ici, une récession, ici une récession, etc. Et puis l'économie repart. Ça, c'est la traduction statistique de la dévalorisation par crise. De temps en temps, il y a trop de capital accumulé, donc il y a des entreprises qui font faillite, il y a des emplois qui sont supprimés, crise. Et puis ça marche, la crise ça marche, les mauvais disparaissent, l'économie darwinienne, les bons s'en sortent, et les bons réussissent à relancer une nouvelle procédure. Et on repart, en fait, etc. Donc les cycles dans l'économie, c'est concret, on les a observés. Et là, bon, les statistiques américaines sont je ne sais pas si ce sont les meilleures, en tout cas elles sont extrêmement bien faites, et elles commencent, là j'ai commencé en 1939, mais ça commence même en 1929. Et on a la même chose à peu près dans tous les pays.
Et quand on simplifie un peu le tableau, on voit qu'effectivement, l'économie capitaliste, elle a des hauts et des bas. Donc des cycles comme ça de 7 à 10 ans. Ça fait un cycle. Entre là et là, on a à peu près une dizaine d'années. Entre là et là, on a... Alors ce que j'ai montré aussi par ce petit dessin, c'est qu'il y a quand même... On voit quelque chose en dessous. C'est-à-dire que ces cycles courts, ils s'enroulent en quelque sorte autour d'un cycle long. C'est-à-dire que plus profondément que le cycle des affaires, la conjoncture économique, il y a des mouvements plus profonds qui durent plus longtemps. Et ça, c'est Nicolas Kondratiev, l'économiste soviétique, qui est mort en déportation au Kazakhstan à l'époque stalinienne, mais qui avait eu le temps quand même de mener des travaux jusque dans les années 20, montrant que derrière l'agitation un peu brownienne du système capitaliste, il y avait des grandes phases d'expansion de l'accumulation du capital, suivant de longues phases de difficulté de l'accumulation du capital durable. Et ça c'est ce qu'il a montré. Ce qu'on a pu en tirer ensuite en analysant un petit peu le phénomène, c'est que les cycles bleus, là, ça correspond à la situation où il faut remplacer quelques pièces de la machine. Les cycles rouges, c'est les moments où il va falloir repenser le plan de la machine et redéfinir la façon dont le système est régulé pour lui permettre de repartir pour sortir d'une crise structurelle. Donc il y a une différence entre une crise conjoncturelle et une crise structurelle. La crise conjoncturelle, on peut en sortir sans changer les règles du système. La crise structurelle, on ne peut pas en sortir sans changer quelque part, plus ou moins profondément, les règles du système. Et ça, historiquement, ça se trouve. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Alors on pourrait développer beaucoup tout ça. Tout n'est pas clair, mais quand même il y a une certaine cohérence dans la façon de décrire ces phénomènes. Alors historiquement, on peut mettre des dates. Donc on commence sous Napoléon en France, mais ça c'est une périodisation qui vaut pour l'économie capitaliste dans son ensemble. C'est vraiment toute l'Europe et ensuite les États-Unis et maintenant le monde entier est rythmé par ces grands épisodes comme ça. Donc vous avez, je ne reviens pas sur la période d'avant, vous avez une grande crise autour de 1844-1848, qui n'est pas sans rapport probablement avec les causes de la révolution de 1848 en France et ce qui s'est passé en Europe à l'époque. Il y a vraiment une crise. Le système se reconstitue, il connaît un effort brillant jusqu'en 1870, qui coïncide aussi, chez nous, avec le Second Empire, qui est une époque où le gouvernement aide beaucoup le développement des entrepreneurs capitalistes. Il y a des nouvelles technologies qui se développent, les chemins de fer, c'est l'époque où on invente l'aluminium, il y a plein de choses comme ça. Et on s'aperçoit, au tournant, dans le dernier quart du XIXe siècle, que le système entre dans une période de marasme. Malgré tous les progrès qui ont été accomplis, malgré les progrès technologiques, malgré les nouvelles méthodes de production, l'expansion, malgré une forme de mondialisation, les accords de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1860, etc. Malgré tous ces éléments qui semblaient conduire à une prospérité de plus en plus évidente, et ça nous rappelle aussi des choses, et on se rend compte progressivement dans les années 75-90 qu'il y a un problème, que les affaires ne marchent pas aussi bien qu'auparavant, les crises sont plus longues, plus profondes, les crises conjoncturelles, on a plus de mal à en sortir, l'accumulation du capital entre dans des difficultés structurelles, et toutes sortes de phénomènes pervers s'accumulent. J'aime bien prendre un exemple, Ferdinand de Lesseps a fait fortune au Second Empire en construisant le canal de Suez. Il essaie de recommencer sur une échelle plus grande en construisant le canal de Panama dans les années 1880-90. Et là, c'est le scandale de Panama, il manque d'aller en prison. Des épisodes qui rappellent vraiment l'état d'esprit où on est aujourd'hui, la corruption. Donc, il y a vraiment un problème et qui est très clairement identifié. C'est une période baptisée Grande Dépression par la littérature économique. Il y a vraiment un problème à la fin des années 1800. Et le système réussit à sortir de cette phase de crise structurelle en se restructurant. Et qu'est-ce qui caractérise cette période ? C'est le passage du capitalisme concurrentiel au capitalisme monopoliste. C'est l'époque où un phénomène se produit, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure ici, c'est qu'on voit émerger
des grands groupes, on ne parlait pas encore de groupes à l'époque, mais qui sont industriels et bancaires, fusion du capital industriel et du capital bancaire, comme l'a montré Hilferding, le théoricien allemand et autrichien. Et Lénine, ensuite, qui a beaucoup emprunté à Hilferding. Donc, on a des grands. Alors, aux États-Unis, on appelait ça les barons brigands. On avait Vanderbilt dans les chemins de fer, on avait Mellon, Rockefeller dans le pétrole, Mellon dans l'acier, Morgan. Aujourd'hui, on a JP Morgan, comme John Pierpont Morgan, c'est l'héritier c'était des gens qui, par des procédés qui à l'époque étaient particulièrement violents et répugnants, ont réussi à constituer des empires industriels et financiers aux dépens des petits capitalistes indépendants qu'ils ont opprimés, dont ils ont pu capter une partie de la richesse qui était créée par leurs salariés. Donc ça, c'est le passage du capitalisme concurrentiel au capitalisme monopoliste. Et donc ça marche. Ça marche parce que dès les dernières années du XIXe siècle, on reprend une expansion brillante, une sorte de phénomène, aidé par la course aux armements, bien sûr, aidé par l'expansion coloniale, bien sûr, etc. Il y a plein d'autres aspects. Hein, on n'a même pas déjà passé beaucoup de temps, donc, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période-là qui sont extrêmement brillantes. Et ce dont on ne s'est pas aperçu tout de suite, c'est que, de nouveau, la mécanique commence à se gripper au début des années 20. On a effectivement des illusions. Les années folles, c'est pas seulement qu'on a en tête, c'est aussi les années folles de la bourse. Typiquement, à la fin d'une phase d'expansion, la spéculation financière prend des proportions. Mais, jeudi noir, 1929, crack boursier, et tout ce qui s'enchaîne ensuite, enfoncement dans la pire crise que le capitalisme ait jamais connue. Destruction de capital, des millions de chômeurs, des millions de faillites, et puis tout ce qui ensuite a accompagné ce contexte économique, l'effondrement du commerce international, la montée des fascismes, et la guerre. Et le système a réussi à trouver une solution, après les millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est entré dans une nouvelle phase d'expansion, les 30 Glorieuses, dans les années, fin des années 40, années 50, années 60. Et là, c'est ce qu'on a appelé, ce qu'on a pu légitimement appeler le capitalisme monopoliste d'État. Parce que là, effectivement, ce qui est nouveau par rapport au capitalisme monopoliste, c'est que non seulement la dévalorisation du capital se fait au détriment, j'allais dire, des petits capitalistes individuels, elle se fait aussi maintenant au détriment de l'État. Donc le capitalisme monopoliste d'État, c'est un ensemble de dispositions qui ont pour effet, j'ai décrit de façon schématique l'effet de la nationalisation de l'électricité en France, c'est une forme de dévalorisation structurelle du capital. Le capital d'EDF fonctionne durablement sans exiger le même taux de profit que les capitaux privés. Et c'est tout bénéfice pour le capital privé. Évidemment, c'est une partie, mais toute la société a été remodelée par l'arrivée du capitalisme monopoliste d'État. Alors c'est très contradictoire, parce que d'un côté, c'est une avancée sociale extraordinaire. Le rapport des forces sociales à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et on en rêve aujourd'hui. 6 millions d'adhérents à la CGT, 28% des voix au Parti communiste en 1946. Une bourgeoisie totalement déconsidérée par sa compromission avec l'occupant. Ça, c'était en France. Donc on a pu avoir des avancées considérables. L'invention de la sécurité sociale, qui est la plus importante, qui est un sujet d'actualité brûlante aujourd'hui, qui est fondée sur un principe communiste. Hein. Dans le principe de la sécurité sociale, les salariés ne reçoivent pas en fonction de ce qu'ils rapportent, de la richesse qu'ils créent, de la valeur de leur force de travail. Ils reçoivent en fonction de leurs besoins. Donc on commence à dépasser le salariat avec la sécurité sociale à la française. Mais, de même, les nationalisations, c'est un progrès démocratique
important. Parce que ça permet d'avoir un régime social chez Renault, chez EDF, une entreprise nationalisée, qui est un modèle pour l'ensemble de la société et qui tire toute la société vers le haut. On a une intervention de l'État qui n'est pas seulement, qui ne consiste pas seulement à mettre du capital en service, mais aussi à réguler l'économie, avec la participation du pouvoir politique et aussi une certaine concertation avec les syndicats, etc. En France, c'est l'invention du plan sous l'influence de Jean Monnet, mais aussi sous l'influence de toute une époque. Aux États-Unis, ça sera peut-être moins des nationalisations, ça sera plutôt des grands travaux engagés dès 1933 sous la présidence de Roosevelt. Alors, dans un contexte qui permet aux travailleurs de conquérir des pouvoirs dans l'entreprise. Etc., etc. Et puis il y a toute la dimension financière. Parce qu'effectivement, à la Libération, on met les banques au pas, on nationalise les banques de dépôt et on s'en sert pour financer l'accumulation du capital, mais du capital privé. C'est-à-dire que c'est très contradictoire. À la fois, c'est une énorme avancée révolutionnaire et en même temps, il se trouve que ça ne va pas jusqu'à renverser le capitalisme. L'histoire aurait pu se passer autrement. Je pense que l'Europe occidentale, et pas que l'occidentale, plusieurs pays d'Europe étaient engagés dans un processus qui pouvait aller très loin dans le sens d'une remise en cause du capitalisme. Mais la guerre froide est arrivée là, il y a eu d'une certaine façon une sorte d'accord tacite entre le monde occidental, avec les Roosevelt, Churchill, et le grand capital d'un côté, et Staline, pour dire stop, chacun chez soi, et les pays comme la France, l'Italie, la Tchécoslovaquie, alors la Tchécoslovaquie elle est passée de l'autre côté, ils ne poursuivent pas leur évolution telle qu'elle s'était dessinée spontanément par de leur propre histoire à eux. On va surdéterminer l'évolution de ces pays par leur appartenance à un camp ou à un autre dans la guerre froide. Donc ça a un peu figé les potentialités révolutionnaires de l'époque, mais ces potentialités révolutionnaires, elles n'existaient pas loin. Et elles touchaient à ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle systémique. Il y a des choses qui concernent les objectifs sociaux nouveaux, les progrès sociaux considérables, mais qui s'appuient en même temps, c'est systémique aussi, ça s'appuie sur la conquête de nouveaux pouvoirs par l'État, en tant qu'il peut être très partiellement autre chose que la seule expression du pouvoir de la bourgeoisie, et avec des moyens financiers. Donc là, on a touché aux structures. Au moment de cette transformation du capital, on a vraiment touché aux structures. On n'est pas sorti du capitalisme, on a vraiment changé le plan de la machine, on a vraiment fait fonctionner le système autrement. C'est ce qu'on a appelé alors, il y en a qui appellent ça l'État-providence, il y en a d'autres qui appellent ça le Fordisme. Moi, on tient, disons, d'un point de vue marxiste, à l'idée de capitalisme monopoliste d'État social, pour prendre en compte l'aspect aussi social de la chose. Et ça a marché, puisqu'on a connu une période d'accumulation du capital ultra brillante, qui semblait ne pas devoir prendre fin. Et dans les années 60, on est... moi j'étais en terminale en 1971, à l'époque on faisait de la politique beaucoup, après mai 68, on voulait tous faire la révolution. Même ceux qui sont devenus PDG de Renault après, on parlait avant la séance. Et je me souviens d'un cours de philo où j'avais discuté avec mon prof de philo. Il disait, mais vous voulez faire la révolution, mais regardez, le capitalisme n'est jamais si bien porté. On était en 1971. Et alors, sans savoir du tout, j'avais aucune idée derrière la tête, mais pour ne pas lui dire ces derniers mots, je lui dis, ben oui, mais on ne sait pas s'il ne va pas avoir des problèmes demain. Et en fait, le fait est qu'effectivement, sans le savoir, c'est effectivement ça qui s'est produit. On se souvient peut-être les plus anciens ici se souviennent de l'article de Georges Marchais, 1971, en disant le capitalisme était bien jusqu'à présent, mais vous allez voir, il va rentrer dans une crise. Et ça, c'était le résultat des travaux théoriques, particulièrement de Paul Boccara, sur le capitalisme monopoliste d'État. Il n'a pas seulement essayé de décrire comment le système fonctionnait, ce qu'il y avait de particulier, mais il est arrivé à la conclusion que cette façon de fonctionner allait conduire à des nouvelles contradictions, et que ces nouvelles contradictions allaient produire des nouvelles formes de crise, probablement différentes de celles qu'on avait connues jusqu'à présent. Et effectivement, on s'aperçoit
dans des travaux statistiques qui ont été menés à l'INSEE en France à l'époque, et on a eu la même chose dans les autres pays capitalistes, que cet indicateur qui mesure l'efficacité du capital a eu tendance à baisser à partir de 1967. Là, bon, j'ai repris un vieux bouquin, donc on ne dit pas très bien des chiffres, mais c'est le milieu des années 60, la cassure ici. On sent qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans l'efficacité du système. Alors l'efficacité du système, ça ne veut pas dire forcément moins de profit. Mais là oui, ça fait moins de profit. On le voit aussi dans les taux de profit. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu, une représentation plus ou moins biaisée du taux de profit. On voit ici une rupture à la fin des années 60. On voit une rupture très nette dans la deuxième moitié des années 60. Donc je n'entre pas du tout dans la... On pourrait y revenir dans le débat si on a le temps, parce que comment on calcule ça à partir des statistiques disponibles en comptabilité nationale. C'est des travaux très sérieux qui ont été faits à l'époque. Mais on discerne le signal de quelque chose. Donc c'est ce que je disais en commençant. On n'est pas encore dans un stade de suraccumulation absolue du capital, mais le signal rouge commence à s'allumer. Et effectivement, c'est l'époque où on va commencer le chômage qui commence à monter. Alors, à l'époque, on dit, oh là là, c'est terrible, il y a des centaines de milliers de chômeurs. Quand il y aura 1 million de chômeurs en France, ça sera la révolution. Bon, on a beaucoup plus d'un million de chômeurs, on n'a pas encore la révolution, même si ça peut être en train de se... Et donc, c'est le moment où l'inflation s'accélère. C'est-à-dire que plus on injecte de l'argent dans l'économie, plus ça fait monter les prix au lieu de faire monter l'activité économique, contrairement à ce qui s'était passé dans les années précédentes. Bon, il y a plein de symptômes d'une pathologie du capitalisme qui commence à se manifester. Donc ça a duré comme ça, alors on s'en est aperçu à partir de 1973, tout le monde l'a vu, avec la crise du pétrole, mais les causes étaient plus anciennes. La crise de 1973 a révélé un malaise, une contradiction qui était plus profonde que ça. Et en plus, bon, il y a une nouvelle récession en 1979, etc. Et vraiment, alors, maintenant, je décris le paysage du capitalisme monopoliste d'État en 1979. La date est choisie délibérément, parce que c'est pas du tout un hasard. 1979, c'est l'année où Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Grande-Bretagne. C'est le moment où commence la campagne électorale aux États-Unis, qui va être gagnée par Ronald Reagan en 1980. Et là, il faut essayer de voir le monde avec les yeux du grand capital de Wall Street en 1979. Tout va mal. Les taux de profit baissent. Le système monétaire international organisé autour du dollar qui avait été défini à Bretton Woods s'est effondré. Les monnaies flottent dans tous les sens. Et le dollar est au plus bas. C'est l'époque où le dollar est à 4 francs. On n'avait pas l'habitude. L'économie va mal, la croissance est faible, il y a des récessions. Politiquement, le système capitaliste est interpellé, il y a un défi. L'armée rouge est à Kaboul. Les communistes sont à l'antichambre du gouvernement à Rome et à Paris. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam quelques années auparavant. Tout va mal. Donc il faut faire quelque chose. Et ils ont fait quelque chose. En octobre 1979, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, change sa politique monétaire. Et elle fait entrer l'économie dans un mode de fonctionnement où ça rapporte plus de placer de l'argent sur les marchés financiers que de le placer pour produire des richesses en embauchant des gens, en les faisant travailler et en créant de la valeur ajoutée. Ça a vraiment été un choc très très violent qui a ensuite déclenché la prise de pouvoir des marchés financiers dans le monde entier. Alors aux États-Unis d'abord, et puis la pression s'est exercée sur le monde entier. La France a essayé de résister, puisqu'en 80, on élit un gouvernement de gauche qui nationalise toutes les banques, essaye de faire une politique de gauche. Et ça ne dure pas très longtemps, parce qu'en 1983, sous la pression, dévaluation, fuite de capitaux, le gouvernement cède à la pression, et ça y est, en quelques années, on passe à la libération des mouvements de capitaux, à la privatisation des banques et à la prise de pouvoir des marchés financiers en France. Donc voilà ce qui s'est... Donc je raconte à toute allure une histoire qu'il faudrait évidemment détailler davantage. Hein. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la réaction du système
mis en cause profondément par la crise du capitalisme monopoliste d'État, c'était de dire, si on veut sauver les profits, il n'y a pas 36 solutions, il faut rendre le capital encore plus violent, encore plus exigeant, encore plus dictatorial. Et la technique pour le faire, c'est qu'on va donner le pouvoir au marché financier, parce que le marché financier, il ne discute pas. Il ne sait pas discuter avec les patrons, avec les salariés. Il ne connaît que deux mots, je vends ou j'achète. Et si ta politique ne me plaît pas, je vends. Si tes profits, si tu es une multinationale, et que tes profits du trimestre précédent ne sont pas à la hauteur de ce que j'espérais, je vends. Et tant pis. Et là, on ne discute pas parce que c'est le pouvoir de l'argent. Et donc, c'est sous cet empire-là que nous vivons maintenant depuis 40 ans. On vit là-dedans depuis 40 ans. Alors, voilà, donc ça a permis effectivement de restructurer. Donc, on a fait de la dévalorisation. Il y a plein d'entreprises qui ont disparu. Focalisation sur le cœur de métier, ça veut dire qu'on supprime des activités, on supprime du capital à l'intérieur du groupe. Au lieu de supprimer le capital des concurrents, on supprime une partie du groupe et une partie des emplois qui vont avec. Mais on espère faire quand même des profits et augmenter le taux de profit. Donc, vous connaissez malheureusement la litanie, c'est ce qu'on vit maintenant depuis 40 ans. Alors, le résultat a été brillant. Ce graphique-là, je le montre très souvent dans mes exposés parce que on ne le connaît pas toujours très bien. Mais il se passe presque de commentaires. Ça s'est passé entre 1983 et 1990. C'est exactement la période où les marchés financiers ont pris le pouvoir en France, avec quelques années de décalage avec les États-Unis. Et ça a fait 10% de valeur ajoutée en plus pour le capital. Ce qui veut dire évidemment à peu près autant en moins pour le travail. C'est pas de miracle. C'est une partie de la richesse qui est captée. Donc, ils ont réussi à faire remonter les taux de profit comme ça. Ils ont augmenté le taux d'exploitation considérablement grâce à la dictature des marchés financiers. Et ça a marché jusqu'à la fin des années 90. On a eu une remontée des taux de profit à cette époque-là, dans le monde entier. Donc, je passe sur ce graphique-là qui est très intéressant, mais qui nous entraînerait sur des sujets différents. Ce que je voudrais montrer surtout, c'est que cette remontée des taux de profit. Alors, donc je vous avais montré tout à l'heure des graphiques qui datent des années 70 sur la baisse de l'efficacité du capital et la baisse du taux de profit dans les années 60. Ce que je vous montre ici, c'est la poursuite de ces travaux. Alors, on n'est qu'à un stade vraiment préliminaire. C'est un de nos jeunes camarades qui est en train de finir. Ça, c'est son mémoire de Master 2. Donc, c'est vraiment pas fini. Mais il a regardé comment évoluent certaines mesures des taux de profit en France. Et on le voit, la remontée du taux de profit dans les années 80-90, on la voit ici. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que depuis le début du siècle, de nouveau, on est dans une tendance à la baisse du taux de profit. Alors, tout ça est à vérifier, à contrôler, à valider scientifiquement par des controverses avec d'autres travaux économiques en cours de ça, mais c'est quand même assez robuste. Et là, je ne montre qu'un graphique, mais il a vraiment fait son travail de façon assez poussée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, malgré tout ce qui a été fait, malgré la férocité du capital, telle qu'elle se manifeste à travers la dictature des marchés financiers et aujourd'hui à travers Emmanuel Macron, malgré tout ça, il n'arrive pas à faire remonter durablement le taux de profit. Donc le système est dans une crise vraiment très grave. Très très grave. Alors ça c'est la France. Moi j'étais beaucoup moins loin que Clément Roll. J'ai juste regardé comme ça, grosso modo, les statistiques disponibles aux États-Unis. On a aussi un peu les mêmes genres de profil. Mais bon, j'affirme beaucoup moins sur la base de ça parce qu'il n'y a pas tout un travail de critique des chiffres derrière. Donc je le montre juste pour montrer que quand on regarde l'économie mondiale dans son ensemble, on retrouve des choses qui ressemblent un petit peu. Donc, voilà, je vous fais grâce de l'aspect technique de la chose. Je continue à soutenir ma thèse, à savoir que la crise n'est pas finie. Malgré les énormes transformations structurelles qui ont été apportées par les dictatures des marchés financiers, ça continue à... on pourrait nous dire, mais regarde l'expansion formidable qu'on a depuis 2010.
c'est vrai, mais on est dans un régime de fonctionnement dans lequel non seulement il y a des récessions comme ça, cycliques comme on en avait autrefois, mais il y a aussi des crises financières de plus en plus graves. Hein, et la crise de 2018 qui a été absolument catastrophique. Mais la crise qui se prépare pour cette année ou l'année prochaine, on ne sait pas exactement quand, qui est peut-être déjà commencée en réalité, mais elle a des formes qu'on n'appréhende pas comme celles qu'on a appréhendées en 2008, on sait que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle soit pire que celle de 2008. Et ça, c'est évidemment un de mes graphiques préférés. Ça montre ici, en vert, la quantité de richesse qui est créée chaque année sur la planète par tous les gens qui travaillent, enfin, mesurée grossièrement par le PIB mondial. Bien sûr, c'est une mesure approximative, critiquable, etc., mais c'est la moins mauvaise dont on dispose. Bon, ça augmente, hein, ça a doublé entre 1980 et 2015-2016, 2017. Ça, c'est si on rajoute les prix. Mais ici, on a la quantité la valeur de toutes les actions qui se négocient sur toutes les bourses du monde. Donc on part à l'évolution, c'est-à-dire on part en bas de 100 en 1980, on regarde comment ça évolue. Et on voit que, hop, 97, spéculation, crack. 2008, 2007, 2008, spéculation encore bien pire, crack. Mais ça leur sert pas de leçon. C'est reparti encore pire qu'auparavant. Et par conséquent, on sait, les financiers savent qu'un jour, il va y avoir un crack. Et on va tomber d'encore plus haut. Et la dernière fois, le système a bien failli s'effondrer. Le système financier occidental a été au bord de l'effondrement. Enfin, non. Les grandes banques de Wall Street ont été toutes, sans exception, au bord de la faillite. Pardon, je t'en prie. Je vous coupe 30 secondes, j'ai une question en fait autour du quantitative easing oui. mis en place par la Banque Centrale Européenne et par d'autres banques, notamment la Fed qui le fait aussi. En fait, j'ai l'impression que, je suis dans cette université en économie, on travaille sur pas mal de choses différents, que tant que la Banque Centrale rachète des actifs, c'est censé perdurer au travers de... Je vois que la Fed, notamment il y a Jérôme Powell qui a pris la parole il y a 2-3 jours pour dire que finalement il n'y aurait pas de relevé des taux, alors que c'est ce qui était... Enfin, il a annoncé en prenant son mandat quand il a été élu il y a 1 ou 2 ans, il me semble, en disant que voilà, son objectif c'était d'être un peu... de relever les taux, tout faire pour les relever. Ils ont même commencé en 2015, ils ont commencé à monter les taux aux États-Unis. Et finalement, voilà, ça n'a pas continué. Je ne sais pas si les ont baissé, j'ai pas suivi en tout cas. Et depuis, ils ont baissé. Voilà, et du coup. Alors j'ai le graphique quelque part, mais pas dans ce PowerPoint là. Donc, je pourrais le retrouver. Oui. Enfin, j'ai l'impression que tant qu'il y aura du rachat d'actifs gratuit, entre guillemets. Alors, c'est une lecture, parce que les banques centrales ont un pouvoir extraordinaire, puisqu'elles peuvent créer de la monnaie comme elles veulent. Tant que les gens acceptent d'avoir confiance dans la monnaie créée par les banques centrales. Pour l'instant, tout le monde veut bien des dollars. La domination du dollar sur l'économie. Ça va être un des sujets principaux des journées sur la mondialisation qu'on organise vendredi, samedi. Là. Mais le dollar, il règne sur le système monétaire international comme il n'a jamais régné. Et en même temps, il est contesté comme il n'a jamais été contesté. Par les Chinois, par les pays émergents. Et donc, les contradictions s'aiguisent. Et la lecture de la politique de la Fed qu'on pourrait faire, ça peut être celle que vous faites, mais on pourrait en faire une autre en disant ils ont essayé de revenir à la normale en montant les taux, et la situation est tellement fragile qu'au bout de 2 ans, ils ont été obligés de les rebaisser. Ils sont contraints, ils n'arrivent pas à sortir. Et alors, bon, il y a une théorie de la stagnation séculaire qui a été remise au goût du jour qui date des années 30. Et donc on a ça. Et par ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est que il y a énormément de création monétaire. Il y a les quantitative easing des banques centrales, le crédit augmente plus vite que la croissance. Donc on a de plus en plus d'argent, mais chaque dollar injecté dans l'économie mondiale se traduit par moins de dollars de richesse réelle. Donc il y a une inefficacité croissante j'appelle ça une inefficacité croissante de la création monétaire. Donc je pense que, effectivement, le système tient debout parce que les banques centrales passent leur temps à injecter de l'argent et à inciter les banques à injecter de l'argent dans le système. Mais comme les critères de cette utilisation de l'argent sont des critères de rentabilité, de recherche du taux de profit, du point de vue de l'efficacité économique et du point de vue de l'efficacité sociale, c'est de moins en moins efficace. Donc on ne sait pas comment tout ça va se terminer, mais on a vraiment l'impression qu'on n'est pas en train de résoudre les problèmes, on est en train de repousser les échéances. Je pense que c'est plutôt ça. On peut en avoir d'autres. On peut dire, voilà, ils peuvent créer de la monnaie comme ils veulent, donc il n'y a pas de problème, ils vont toujours s'en sortir.
oui, mais quand même, créer de la monnaie, c'est bien gentil, mais c'est pas la monnaie qui crée les richesses, c'est le travail des gens. Et quand on a beaucoup de chômage, quand on a pas assez de travail qualifié, quand on a en plus toutes les nécessités liées à la révolution écologique, à la révolution informationnelle, qu'il faudrait traiter et que le système ne traite que sous l'angle de la rentabilité, moi, ma conclusion, c'est que le système, il a une contradiction insurmontable. On ne peut pas à la fois chercher la rentabilité et sortir de l'efficacité économique, de l'empoisonnement écologique et de la malfaisance sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Un point de vue, mais je pense on peut l'étayer par beaucoup d'arguments. Pardon, c'est pas la première fois que je vois ce graphique, la première fois que je l'ai vu, j'ai un petit problème avec ce graphique. Oui. Parce que la capitalisation boursière, c'est que les sociétés cotées en bourse. Oui. D'accord. Et le PIB, il n'est pas lié aux sociétés cotées en bourse. Non. Donc moi, quand je le lis, est-ce qu'on l'interprète cash comme ça? Ou est-ce qu'on se dit que les gros se sont renforcés, les trucs qui sont à la bourse, se sont renforcés au détriment des petits, et que c'est eux qui ont capté une partie plus grosse du profit? C'est une partie de la... Ce serait pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose. Mais ça, effectivement, la captation d'une partie du profit par le capital, c'est pas les gros, c'est le capital, au détriment du travail, ça on le voit très bien dans le graphique que j'ai montré tout à l'heure. Non, moi je ne disais pas ça. Je disais bien, si le capital était... Oui. Ce que tu compares, c'est le PIB, oui. D'accord. Donc si la part des salaires dans le PIB restait, on va supposer, constante, oui. Pour qu'il y ait augmentation du PIB, ça veut dire qu'on continue avec du capital, que le travail continue à donner la même chose qu'avant, donc on aurait les courbes qui devraient suivre. C'est pas ça du tout qu'on voit, non. Puisqu'on voit que ça a explosé. Oui, oui. D'accord. Mais il y a quand même, soit il y a une efficacité du système, moi je pense que c'est pas le cas. Non. D'accord. Ça veut dire que quelque part, les capitalistes qui sont en bourse ont plus exploité les sous-traitants et la mondialisation et ainsi de suite. Et donc c'est eux qui ont tiré profit de cette augmentation de PIB. Mais si tu veux, les courbes sont pas. Il n'y a pas une corrélation directe. Non, il n'y a pas une corrélation directe. L'intérêt de ce graphique, c'est deux indicateurs. Parce que ça, c'est seulement les actions, par exemple. À une époque, je faisais la même chose avec les actions et les obligations. Et je me suis rendu compte, je me fatiguais beaucoup parce que ça demandait beaucoup de travail pour intégrer les deux. Et puis je me suis rendu compte que le graphique était le même. C'est-à-dire que la capitalisation des obligations évoluait à peu près comme la capitalisation des actions. Donc ça, c'est simplement un indicateur de la croissance des marchés. Si j'avais représenté les produits dérivés, par exemple, ça exploserait encore bien davantage. Donc il ne faut pas faire... C'est pas un graphique qui parle... En plus, c'est des indices. Hein. Donc c'est vraiment, on compare la croissance de deux choses. Hein, et donc on peut pas mélanger des choux et des carottes. Par contre, on peut comparer l'augmentation de la quantité de choux et l'augmentation de la quantité de carottes. Voilà. Donc effectivement, ce graphique-là, il ne montre pas... le mécanisme qui passe de là à là, il n'est pas montré là-dedans. Le graphique, il sert à montrer qu'il y a bien quelque chose qui fait que, à un moment donné, il y a une incohérence entre l'exubérance irrationnelle des marchés financiers et ce qui se passe là où les gens produisent des richesses. Alors je rappelle que l'expression exubérance irrationnelle a été prononcée par le président de la Réserve fédérale américaine en 1996. Et il savait de quoi. Et c'est lui qui a provoqué la grande crise de 2008, c'est Alan Greenspan. Ouais, c'est lui qu'on a accusé de tous les maux et il s'est lui-même excusé après. Donc il savait ce qui se passait et il n'a rien pu faire. Donc ça renvoie un peu à la question précédente. Ils savaient là en 1996 que ça allait mal finir. Ils le savaient. Ils ont essayé. Et ils n'ont jamais réussi à sortir. Ils sont vraiment très très coincés. Et bon, alors quand on regarde d'un peu près, c'est tout à fait frappant. On pourrait développer beaucoup sur la politique monétaire, c'est un sujet passionnant. Mais voilà, on pourrait y revenir si vous voulez, parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. C'est le résumé de ce que je viens de dire. Alors c'est en espagnol parce que c'est un économiste argentin qui a fait ce graphique-là, mais on comprend. Et on voit bien que si le cycle kondratien dans lequel nous sommes avait ressemblé au cycle précédent, on serait ici aujourd'hui. Et en réalité, on est plutôt là. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que
je parlais de l'évolution en spirale du capital, enfin de la société. Si on était dans un système comme ça qui évolue, il y a des hauts, des bas, et puis bon, le système continue. On pourrait en tirer des conclusions. Et ce qu'on observe, c'est que le cycle actuel ne ressemble pas au cycle précédent. Il y a quelque chose dans le cycle actuel qui fait que c'est différent. Alors c'est différent parce que l'histoire est passée. On n'est plus dans le capitalisme monopoliste des débuts du XXe siècle. On n'est même plus dans le capitalisme monopoliste d'État tel qu'il s'est déployé au milieu du XXe siècle. On est dans quelque chose d'assez nouveau. On n'a jamais vu ça. En l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Et effectivement, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on soit dans un truc qu'on n'a jamais vu? Peut-être des phénomènes qu'on n'a jamais vus, disons dans la civilisation, dans la société en général. Par exemple, alors ça c'est un schéma... je commence par le plus évident parce que ça tout le monde le voit, c'est la révolution écologique. En 1950, même en 1960, les ressources naturelles étaient, tout le monde considérait qu'elles étaient illimitées. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un problème. Donc il faut être capable d'assurer ces biens communs de l'humanité que sont le climat, la biodiversité, la qualité de l'air, de l'eau, etc. Et ça, moi j'ai la conviction que le capitalisme ne peut pas le faire. Parce que c'est profondément contradictoire avec la recherche de la rentabilité. On ne peut pas combattre le réchauffement climatique. On ne peut pas combattre à la fois le réchauffement climatique et le coût du travail. C'est pas possible. Si on veut une civilisation qui économise l'énergie, qui n'envoie pas du CO2 dans l'atmosphère, etc., il va falloir dépenser plus pour les salaires, dépenser plus pour les capacités humaines, parce qu'on aura besoin de gens qui font des nouveaux métiers, qui les apprennent, il faut les former, il faut payer leur formation, il faut créer des nouveaux emplois, il faut accepter, et puis il faut faire fonctionner l'économie avec moins de ressources naturelles, moins de capital matériel, pour pouvoir payer plus de salaires, plus de recherche, plus de formation, etc. C'est un autre fonctionnement de l'économie, c'est un autre type de croissance de la productivité. Et cet autre type de croissance de la productivité, comment dirais-je, il bouillonne c'est la contradiction entre les forces productives et les rapports de production. Il est là, potentiellement, on voit ce qu'il faudrait faire. Et on a un système qui l'interdit absolument. Parce que si on voulait aller dans ce sens, alors que deviennent les profits de Total, que deviennent les profits de Goldman Sachs, que deviennent les profits de... et que va dire la bourse? Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est la bourse, c'est Total, c'est Davos qui décide. C'est pas les citoyens. Même s'il y a aussi quand même des forces, heureusement, qui poussent dans l'autre sens. Et on pourrait en dire autant de la révolution démographique, on pourrait en dire autant, la révolution monétaire, je la laisse pour une autre occasion. Et puis la révolution informationnelle, c'est très important, je n'ai pas le temps de m'épancher trop là-dessus, et pourtant ça mériterait de le faire, mais il est un peu tard, on en reviendra peut-être dans la suite de l'exposé. Mais c'est aussi quelque chose qui pousse à un autre type de croissance de la productivité. Le capitalisme, il a baigné dans la révolution industrielle, le remplacement de la main de l'homme par la machine. Aujourd'hui, la machine, elle ne remplace pas seulement la main de l'homme, elle remplace aussi certaines fonctions du cerveau humain. Mais ça induit des changements profonds dans la conception même de ce que c'est que le travail, dans la conception même de ce qui est efficace en économie. On ne peut pas à la fois développer les nouvelles technologies qui permettent de partager des informations et dire ça c'est à moi. Y compris ces informations-là, elles sont à moi et je ne les donne pas aux autres. Ça c'est totalement inefficace. Donc il y a vraiment des contradictions profondes sur lesquelles je ne m'appesantis pas parce qu'il est déjà très tard. Et je conclue, pardon. Oui. Je crois qu'il n'y a pas une contradiction entre la révolution informationnelle et la révolution écologique, qui fait qu'à un moment, l'un et l'autre sont... Je crois pas. On ne pourra pas faire l'un et l'autre? Je crois pas. Je crois au contraire que une des réponses... L'un va résoudre l'autre? Bon, alors ça c'est une vision un peu étroitement technologique, un peu trop optimiste. C'est plus compliqué que ça à mon avis. Mais quand même, on a besoin de moins d'énergie. On a besoin de moins de matières premières, moins dépensé d'argent pour le capital matériel et financier, et plus d'argent pour les gens. Et la révolution informationnelle, donc ça c'est ce que nous demande la révolution écologique. Et c'est aussi ce que nous demande la révolution informationnelle.
Alors je pourrais prendre des exemples un peu farfelus, mais on peut produire beaucoup plus de richesses avec moins de moyens matériels aujourd'hui. Et aussi moins de travail d'ailleurs. Mais, bon. Donc ça veut dire qu'on peut réduire le temps de travail, qu'on peut faire autre chose que travailler au cours de sa vie, on peut se former, on peut partir à la retraite. Bon. Donc, et je ne pense pas que ça soit au contraire, je pense qu'il y a un des éléments de la solution au défi écologique, c'est précisément de faire moins, par exemple, de faire moins circuler de marchandises en utilisant des outils technologiques qui permettent de faire circuler des informations à la place des marchandises. C'est déjà des choses qu'on observe. Donc, on peut se parler plus facilement par téléconférence. On n'est pas obligé de prendre l'avion, dépenser des litres de kérosène. C'est bon, c'est trivial cet exemple. Mais tout le monde a un peu ça en tête. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction. Enfin, il y a toujours des contradictions partout, de toute façon. Mais je pense que, précisément, la solution à la révolution écologique passe aussi par la révolution informationnelle et aussi par la révolution monétaire. On en parlait à l'instant, la création monétaire des banques centrales. Voilà, donc ça je crois vraiment. Pardon. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi je pense, alors thèse, je pense que, je résume et je conclue là-dessus. Les contradictions du capitalisme n'ont pas disparu avec le capitalisme monopoliste d'État, elles ont été surmontées temporairement et portées à un degré supérieur. Et là, on est en train de prendre en pleine figure une montée des contradictions entre les forces productives et les rapports de production qui est absolument massive. Plus massive que ce qu'on a connu au début des années du XXe siècle et qui a débouché sur la révolution de 1917 et des suites. Plus massive que celle qu'on a connue au milieu du XXe siècle et qui a débouché sur les Trente Glorieuses et sur le capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est peut-être bien que la solution, ça va être de sortir du capitalisme, de dépasser le capitalisme, c'est-à-dire pas seulement le supprimer, mais faire mieux. Et c'est un peu la politique du Parti communiste français. Je voudrais terminer là-dessus, puisque Marx décrivait l'économie comme étant une économie capitaliste comme une économie de marché, et il disait il y a 4 grands marchés. Il y a le marché du travail, puisque dans le régime capitaliste, c'est ce qui distingue l'économie capitaliste des autres économies. C'est pas que dans le capitalisme, les travailleurs sont exploités, mais dans le régime esclavagiste, ou dans le mode de production asiatique, ou dans le mode de production féodale, les travailleurs étaient très exploités aussi. Ce qui fait la spécificité du capitalisme, c'est que les travailleurs sont exploités contre de l'argent. On leur donne un salaire. Et bien ça, c'est en crise. Le marché du travail est en crise. Chômage, précarité, etc., etc. Il faut en sortir. Il faut dépasser le marché du travail. Aller vers quelque chose où le force de travail humaine ne serait plus une marchandise. Ce serait autre chose, une autre forme de régulation. Et évidemment, ce n'est pas demain. Ça prend un certain temps, il faut des étapes. Donc l'étape que nous proposons, c'est de construire progressivement une sécurisation de l'emploi et de la formation. C'est la proposition du Parti communiste français avec toutes les dimensions qu'elle comporte. Je parle, donc ça c'est le marché le plus important, puisque c'est là que sont les gens. Et c'est là aussi qu'est la production. Mais il y a bien sûr le marché au sens banal du terme, on va au marché pour acheter des choses. Et donc là aussi, ce marché-là, il est en crise. C'est la stagnation séculaire, c'est le fait que l'économie ne tient debout que parce qu'on injecte de la liquidité en permanence dedans. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une pression déflationniste dans l'économie actuelle qui est insupportable. Donc, comment on combat cette pression déflationniste? Par les services publics. Je n'ai pas le temps de démontrer comment, mais on peut le démontrer, je crois. Par le développement de nouveaux services publics. Et là, les services publics, c'est des activités qui créent des biens communs sans exiger la rentabilité du capital. Et par contre, on doit exiger que ces services publics, ce ne soient pas des services publics bureaucratiques, étatisés, peu efficaces, qu'on a pu connaître, comme on peut en connaître malheureusement encore aujourd'hui. Des services publics démocratiques, efficaces, ou qui reposent sur le développement des capacités des gens qui les exercent. Et aussi sur le pouvoir exercé par les agents des services publics et par les usagers. C'est très différent du service public qu'on a pu connaître à la Libération, par exemple. Et puis les nouveaux critères de gestion des entreprises, c'est-à-dire, puisque le régulateur du capitalisme, c'est le taux de profit, eh bien, imposons une autre régulation.
Et on a des idées très précises sur la régulation qu'on pourrait imposer à la place du taux de profit capitaliste. Évidemment, si on parle de ça sans parler d'argent, on n'est pas sérieux. Et mon sujet de prédilection, c'est celui-là. Donc je suis très frustré puisque je ne vais pas en parler ce soir. Mais je crois vraiment que la forteresse financière, il y a une brèche sur laquelle on peut l'attaquer. C'est le crédit, c'est les banques. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais je suis assez sûr de ce que j'avance parce que quand même, on a quelques expériences là-dessus. Et puis tout ça, c'est plongé dans une mondialisation. Et là, la nécessité de changer la mondialisation, elle nous saute à la figure. Je veux dire que les pathologies de la mondialisation capitaliste telle qu'elle arrive aujourd'hui, personnifiées par Trump et par tout ce qui tourne autour, elles sont tellement évidentes que on ne sait pas quelle va être la réponse. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que c'est l'affrontement généralisé, chacun pour soi, et les plus forts vont tuer les plus faibles? Et comme disait Francis Wurst, l'avion va s'écraser, mais les passagers de première classe ne s'en inquiètent pas parce que la bombe est dans le compartiment classe touriste. C'est une description assez réaliste du monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ou est-ce qu'on va enfin réussir à coopérer, à imposer à l'impérialisme américain une négociation, un recul en bon ordre, sans que tout le monde commence à s'entretuer? Ça, c'est une question brûlante politique. Alors bon, c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de travailler avec nos amis d'un peu tous les pays du monde, vendredi et samedi, dans la rencontre sur la mondialisation qu'on a organisée avec la revue économique politique. Donc voilà. Donc évidemment, je n'ai pas développé ici le contenu du programme du Parti communiste français, qui n'est pas seulement le programme du Parti communiste français aussi, c'est partagé par plein de forces. Mais disons que la motivation la plus intéressante pour faire de l'économie est une science très ennuyeuse, sauf si on y voit la possibilité de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour la changer. Alors j'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour contester ce que je viens de dire. Il faut partir à quelle heure? Bon, on a la salle tant qu'on veut. Ouais, non, mais moi j'ai un train, malheureusement. C'est prévu pour l'accompagner. Oui. Voilà. Donc mais non, on a encore un certain temps pour débattre, hein, bien sûr. Oui. Dans le terme de capitalisme monopoliste d'État, le dernier mot c'est d'État. Oui. Donc comment on intègre ça avec la phase de la mondialisation? C'est une très bonne question. C'est vrai. Parce que, parce que la mondialisation, c'est un... Alors, il y a eu des mondialisations au cours de l'histoire. Mais la mondialisation actuelle, c'est une mondialisation massive. C'est-à-dire, vraiment, les problèmes, la régulation des problèmes se fait de plus en plus au niveau mondial. Ça ne fait pas disparaître les nations. Ça ne fait pas disparaître les constructions régionales comme l'Union européenne, etc. Mais il y a un phénomène mondial. Par exemple, alors pour donner une idée de la contradiction dans laquelle on est, moi je pense que Google est un service public et qui devrait être nationalisé. Mais ça veut dire quoi nationaliser une multinationale qui est virtuelle, qui existe dans le monde entier, etc. Donc il y a vraiment des questions à se poser, parce que l'État, jusqu'à nouvel ordre, il est national. Il y a une tentative en Europe de construire un État capitaliste européen fédéral qui ne marche pas très bien et qui, à mon avis, aggraverait encore la situation. L'hypothèse qu'on va tester dans nos débats qu'on va essayer de tester vendredi, samedi, c'est ils sont en train de chercher quelque chose qui serait une sorte de capitaliste monopoliste international d'État, avec des trucs comme l'Europe, l'Union européenne, comme l'OMC, mais c'est très contradictoire dans les termes. Je pense qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc c'est une énorme question. Qui, à mon sens, elle reste à l'état de question. Et c'est une question pour le capital, mais c'est aussi une question pour les adversaires du capital. Parce que les nationalisations telles qu'on les a connues, il faut réfléchir
peut pas se contenter à l'échelle nationale. Sur les médicaments, on sait bien que, par exemple, nos camarades qui sont dans la partie, ils sont plutôt pour un pôle public européen des médicaments, avec une coopération mondiale. Donc c'est un vrai sujet, un vrai chantier politique et théorique. Alors il y avait une question ici, puis là. Alors si vous le souhaitez, pour ma part, c'est pas du tout, et c'est pas réellement une question, c'est plus une remarque. Oui. Moi, alors c'est sans doute lié à ma formation juridique, mais j'ai toujours eu du mal, sur le plan de la généalogie ou sur le plan historique, à faire coïncider systématiquement, si vous voulez, les attributs de l'État-providence ou les attributs de ce que vous appelez le capitalisme monopolistique d'État avec la libération. Et puis cette période qu'on a appelée généralement les 30 glorieuses de 45 à 74. Notamment, j'avais pensé surtout pour le régime des aides sociales, parce que finalement, les caisses sociales, on en trouve depuis le milieu du 19e siècle, ou même les allocations familiales qui ont plus une naissance aux alentours du gouvernement de Vichy. Et il y avait aussi les organisations, finalement, des comités de production, finalement. Oui. Du coup, voilà, c'est vraiment, mais c'est pas une question en tant que telle, c'était juste une remarque. Je ne sais pas si vous pouviez m'en dire l'origine, éventuellement. Qui, à mes yeux, ressemble plutôt à un raccourci. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de raccourcis parce que j'ai fait court. Et il faudrait faire de l'histoire précise. Mais ça a été fait d'ailleurs. Il y a des gens qui ont fait des histoires précises de transformations qui ont eu lieu en France, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, et à chaque fois en Angleterre. L'histoire de l'Angleterre, l'État-providence en Angleterre, pour prendre une expression, c'est fascinant. Enfin, la grande période travailliste juste après la guerre, à Margaret Thatcher, c'est avec une. Enfin, donc, bon, j'y connais rien. Je ne suis pas un historien et encore moins historien de la Grande-Bretagne. C'est passionnant. Et le Brexit, à mon avis, on ne peut comprendre le Brexit que si on a aussi cette histoire-là en tête. Donc, c'est vraiment un sujet d'analyse historique. Ce que j'essaye de montrer dans l'exposé que j'ai fait ce soir, c'est que derrière les formes institutionnelles, politiques, juridiques, idéologiques qu'on observe, il y a des forces profondes qui sont. Et je ne suis pas en train de faire de la vulgate marxiste, infrastructure, superstructure, l'économie déterminée. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des interactions dans tous les sens. Mais quand même, alors c'est moins vrai pour les aspects institutionnels, mais pour les crises, par exemple, j'aime beaucoup prendre une analogie qui, comme toutes les analogies, est fausse, mais qui me paraît quand même aider à réfléchir là-dessus. Quand on regarde la surface de la Terre, il y a des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis. Pendant des siècles, on voyait et on ne savait pas le mécanisme sous-jacent. Et puis, assez récemment, c'est au XXe siècle, on a commencé à comprendre comment fonctionne le globe terrestre. Et que, en profondeur, il y a des mouvements qui se produisent. Et qui font remuer les plaques tectoniques, enfin bon, etc. On va pas se lancer dans. Et ce qu'on voit, c'est des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des choses comme ça. Et nous, c'est un peu pareil. Si on veut comprendre cette réalité foisonnante, complexe, incompréhensible au premier abord, qu'est la réalité sociale, parce que l'économie c'est compliqué, mais c'est rien à côté de la complexité de la société, de la politique, des idées. L'économie c'est simple, par comparaison. Mais même si on veut comprendre l'économie, il faut essayer d'aller. C'est la méthode scientifique telle que Marx a définie dans l'introduction à la critique de l'économie politique. Il faut essayer de partir du concret pour essayer de regarder, aller à l'abstrait, remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple, et ensuite remonter au concret pour expliquer ce qui se passe. Donc c'est une méthode scientifique. Et moi, il me semble que le passage à l'abstrait, il nous amène à nous interroger sur des notions comme l'accumulation du capital, le taux de profit, la régulation du système économique. Voilà, c'est ce qui inspire mon exposé. Ensuite, sur chaque point, il y a un programme scientifique complet à développer, qui parfois a été développé en partie, parfois beaucoup, parfois pas du tout. Mais si on veut faire de la science, il y a du travail pour tout le monde. C'est sûr. Pardon. Peut-être il y a une intervention sur les aspects institutionnels ou juridiques, il y a
il y a quand même, si on centre le capitalisme monopolique d'État ou si on le circonscrit, parce que c'est pas juste après la libération, on a quand même en France des théories sur le service public, sur la planification, sur la fonction publique, sur le domaine public, etc., qui sont des théories qui ont été très solides pendant toute une période et qui ont contribué à justement ce développement d'une béquille du capital, disait quelqu'un, c'est-à-dire quelque chose sur lequel le capitalisme s'appuie pour développer son activité. Ouais, moi, je voulais revenir sur cette question du cycle long. Parce que ça me travaille un peu depuis un certain temps, parce qu'effectivement, les cycles courts raquettes, ils n'ont pas cette durée-là. Et on est dans cette durée-là. Peut-être qu'il y a des aspects qui sont liés à la structure de la société, la structure nouvelle de la société. Et y compris le fait que quand on prend le terme État, alors je vais rester pour un moment très français, on a aussi une domination des marchés financiers. Oui. Les marchés financiers qui ont pénétré l'État. Et est-ce qu'il n'y a pas là, délibérément, de la part des marchés financiers, de la direction de l'État, la volonté d'assurer leur taux de profit maximum de manière pérenne, avec la capitalisation boursière que je montrais dans le graphique tout à l'heure, coûte que coûte. Ah oui. Coûte que coûte. Et ce qui nous met, au-delà des crises écologiques, démographiques, etc., ce qui nous met dans la situation si eux ils passent, nous on casse. Ça, il y a là peut-être à réfléchir sur au-delà des. Enfin, c'est en même temps avec les mécanismes économiques, mais au-delà des mécanismes économiques, de la manière dont Polanyi parle de l'introduction de l'économie dans la société. À essayer de trouver de ce côté-là des issues. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Et alors, j'ajouterais juste une chose, c'est que l'expansion du marché financier, la prise de pouvoir par les marchés financiers sur l'économie, sur l'État, sur les politiques économiques, sur les gestions d'entreprise, alors c'est une caractéristique majeure de l'économie contemporaine, mais c'est comme les autres formes qu'on rencontre. C'est pareil comme les. Ça n'est pas apparu d'un seul coup dans les années 60. Ça existait. Dans toutes les phases longues de difficulté de l'accumulation du capital, on voit monter à un moment donné la finance comme moyen de, précisément, d'imposer la rentabilisation des capitaux, même si c'est au détriment de tout le reste. Donc, et alors, le grand exemple, c'est effectivement celui dont j'ai parlé, la fin du 19e siècle, où là, il y a vraiment c'est fou comme ça ressemble à la période contemporaine, en plus. C'est très évocateur. Mais il faut bien voir que la finance dans l'État, c'est vieux comme le capitalisme. Pendant 136 ans, la Banque de France était gouvernée par un conseil de régence, 200 actionnaires qui étaient les représentants du grand capital national. C'est le Front populaire qui enlève au Conseil de régence le pouvoir et qui le donne au ministre des Finances. Et en 1946, on va jusqu'au bout, on nationalise la Banque de France. Et les 200 familles, c'était les 200 plus gros actionnaires de la Banque de France qui étaient membres du Conseil de régence. Donc ça a toujours existé sous une forme ou sous une autre. Mais selon les périodes, il y a des moments où la finance est un peu contenue parce que la rentabilité peut être obtenue par l'industrie, par la production. C'est la grande époque gaulliste, les années 50-60, la 4ème République. Bon. Et puis à un moment donné, le capital, s'il veut reprendre la main et s'il veut faire remonter tout le profit, il faut qu'il fasse appel à la dictature de la finance, à toute la férocité. Enfin, c'est l'histoire que je raconte. C'est très simplifié, évidemment, mais je crois que ça aide quand même à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Excuse-moi, tu as perdu ton tour de parole. Oui, ouais. Non, c'était juste une réflexion autour effectivement, du fait de la mondialisation et également, a fortiori, du montée des nationalismes et aussi des impérialismes encore plus exacerbés, comme bien sûr notre continent nord-américain. Et voilà, donc c'était juste parce que il me
semble que derrière la mondialisation, il y a toujours la défense, quelque part, d'un esprit national et qui est un peu réducteur par rapport peut-être à une évolution, à un esprit de bien-être de tous les habitants et autres animaux de cette planète. Oui, alors, oui. Et parce que la tentation nationale libérale, on pourrait l'appeler comme ça, est très puissante aujourd'hui. Trump, mais en Europe, il y en a plein. Et elle se présente comme une réponse à la crise de la mondialisation capitaliste. Et moi, je pense que c'est une mauvaise réponse. Il faut évidemment, moi je suis, comment dirais-je, les nations, ça existe. C'est bien. Mais je pense qu'on a besoin d'inventer un nouvel internationalisme. Et au sens le plus concret du terme, c'est-à-dire pas seulement avoir des sentiments généreux. Je pense qu'on a besoin de développer des luttes à l'échelle mondiale. Pour l'écologie, ça existe un peu, mais c'est pas très radical du point de vue de la critique sociale. Mais sur le plan social, c'est terrible. Le manque de moyens dont les travailleurs disposent aujourd'hui pour défendre leurs droits et leurs revendications, plus exactement, à l'échelle mondiale. Il y a bien quelques institutions, mais bon, dans l'organisation mondiale, il y a bien une organisation internationale du travail, mais le pouvoir, il n'est pas là. Le pouvoir, il est au FMI, il est à la Banque mondiale, il est à la BCE, la Réserve fédérale américaine. Donc ça, c'est un problème. Et puis, aussi, il y a la lutte dans les multinationales. Le pouvoir. Une des choses qui font que le syndicalisme est en difficulté dans tout le monde, dans le monde entier aujourd'hui, c'est que vous avez votre syndicat ici, votre rapport de force ici, vous avez un interlocuteur, le directeur d'usine, le patron de la filiale, mais les décisions, elles sont prises à New York, à Zurich, aux îles Caïmans. Et c'est génial quand on a le pouvoir de pouvoir dire c'est pas moi qui décide. Oui, à ce sujet, il y a plus, comme disait, que j'ai vu un reportage sur les formations à la CGT, il y a plus d'adhérents aujourd'hui à la CGT en France que de tout adhérent, tout parti politique. Ah bah oui. Et pourtant. Et pourtant, et donc c'est pas les salariés qui décident de leur avenir. Ouais. Mais en même temps, il faut voir aussi une réalité, c'est que, par exemple, quand on prend les salariés des entreprises en France, toutes les entreprises, plus de la moitié des salariés des entreprises en France travaillent dans un groupe multinational. Que ce soit un groupe multinational français avec des filiales à l'étranger, ou dans un groupe national d'origine étrangère qui a des filiales en France. Plus de la moitié des salariés en France sont salariés d'une multinationale, statistiquement. Ça donne à réfléchir. Et regardez, le coronavirus, ça veut dire qu'on ne peut plus fabriquer tout un tas de produits dans le monde entier. Parce qu'une partie du produit est fabriquée en Chine, l'économie chinoise est arrêtée, et donc ça veut dire qu'on... Je ne sais pas quels sont les exemples, j'en avais vu dans les journaux, je ne sais plus, mais les iPhones, etc., on ne peut plus les faire. Donc, le laboratoire à Palo Alto s'arrête, parce que les pièces qui viennent de Wuhan, elles n'arrivent plus. Donc on est vraiment dans un monde très les interpréter. Et je pense qu'on sous-estime un peu le degré d'interpénétration des économies et des sociétés. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Il faut le prendre en compte, je pense. C'est sûr que l'Ebola qui tue beaucoup plus d'Africains, c'est moins un problème. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 60% des personnes qui décèdent
sont partout. Alors que le coronavirus, le 40%. Mais évidemment, ça impacte pas. Oui, parce qu'ils sont moins intégrés dans les chaînes de valeur mondiales, c'est vrai. Peut-être une dernière question, je vais te passer, c'est... Oh, ben non, on a encore un peu de temps. C'est loin peut-être un peu du sujet, mais j'ai eu la chance d'aller à Paris pour voir un peu comment se passait le projet de loi de finances. Oui. Je suis dans une association à Lyon qui s'appelle la Jeune Chambre économique. D'accord. Et du coup, j'ai pu entendre pas mal de montants, pas mal de choses qui pourraient être faites. Et c'est vrai que j'ai, entre guillemets, pour être très bien, un peu halluciné sur des mesures qui étaient retoquées, comme pouvoir payer les heures supplémentaires des forces de l'ordre, qui étaient pour un montant qui n'était pas très très élevé. Et au final, puis on en revenait au fait de la dette française, de la dette publique qui représente, je crois, à la fin de 2009, c'était 2500 milliards. Après, est-ce que, et les pays qui l'ont déjà fait, est-ce que répudier sa dette, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de l'utopie? Ou est-ce qu'on peut se dire que on arrive sur des montants qui sont, c'est plus de 100% du PIB, qu'on remboursera peut-être jamais? Alors est-ce que... Oui, on ne rembourse jamais la dette publique, ça déjà, par principe, puisque a priori, la durée de vie de l'État est au moins égale à celle de l'économie, en régime, tant qu'on reste en régime capitaliste. Donc, quand la dette vient à échéance, on la remplace par une nouvelle dette. Moi, je pense que... parce que... il y a deux discours qui me paraissent insuffisants. C'est le discours néolibéral qui dit c'est horrible la dette publique, on laisse une dette à nos enfants. Donc c'est l'abomination, la dette c'est le péché. Et il y a le discours de gauche qui dit c'est horrible la dette publique, on en crève donc il faut la supprimer. Je pense que c'est un peu plus subtil que ça quand même. C'est-à-dire, alors ça demande des explications, mais on ne peut pas, en régime capitaliste, on ne peut pas produire, et même dans le régime de transition, que moi j'appellerais socialiste, qui succède au capitalisme et qui va vers le communisme, on ne peut pas produire sans avoir d'abord de l'argent. Il faut d'abord de l'argent pour acheter les machines, pour acheter les matières premières, pour payer les gens. Ensuite, les gens produisent des richesses. S'ils ont travaillé correctement, ils vont produire des marchandises qui vont se vendre, et là on aura de l'argent, on va recevoir de l'argent. Mais c'est le schéma de l'accumulation du capital que j'ai montré au début. Il faut toujours commencer par des avances d'argent. C'est vrai pour une entreprise privée, mais c'est vrai aussi pour les services publics. Par exemple, si on veut combattre l'évasion fiscale, sujet hautement politique et hautement souhaitable, ça veut dire qu'il va falloir embaucher des fonctionnaires des impôts pour aller traquer le comportement des banques dans les paradis fiscaux, des multinationales, etc. Parce que l'évasion fiscale, c'est pas monsieur tout le monde qui part avec une valise qui traverse la frontière suisse. Vraiment, le cœur du sujet, c'est Goldman Sachs, BNP Paribas, Société Générale, comment elles organisent. Je vous raconte une anecdote. On a une camarade qui est cadre dans une multinationale, et on lui dit tu viens à la réunion la semaine prochaine? Il dit ah oui, mais avant je vais à Jersey. Alors on lui dit ah bah tu vas faire de l'évasion fiscale. Non, on va rencontrer une banque. Bon, mais ça il faut y aller à Jersey. Donc il faut des fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a un gouvernement qui veut vraiment s'attaquer à l'évasion fiscale? Donc, on va embaucher des fonctionnaires. On va les former, on va les envoyer à l'école des impôts, etc. Donc, ça prend un certain temps. On va les embaucher. Ils vont commencer, on va leur investir pour qu'ils aient du matériel, des ordinateurs, des réseaux, des systèmes. Ça va prendre un certain temps. Mais pendant ce temps-là, l'État dépense de l'argent. Et l'évasion fiscale, elle continue. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va avoir des résultats. On va faire réduire l'évasion fiscale, on va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais ça a pris 4 ou 5 ans. En attendant, il a fallu dépenser de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Renoncer à combattre l'évasion fiscale parce qu'on n'a pas d'argent? Je réponds non. Je dis, il faut emprunter l'argent nécessaire pour former, payer, embaucher et faire travailler les fonctionnaires de l'administration fiscale. Il faut l'emprunter. Et c'est sain. Quand l'endettement public sert à développer les services publics, en l'occurrence c'est le service public des impôts, c'est bien, parce que c'est bien moralement, mais c'est bien aussi économiquement, parce qu'on va récupérer plus d'argent à la fin qu'on en a mis au début. Mais, encore faut-il avoir commencé par mettre de l'argent dans le service public pour qu'il fonctionne. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas tellement la dette publique. Il y a des pays qui tournent
tant bien que mal, le Japon, il a 135% de dette publique, si je me souviens bien. Bon, voilà, et alors bon. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, la dette publique de la France augmente à peu près de 200 milliards d'euros chaque année. 200 milliards d'euros, c'est exactement le montant. Non, c'est pas exactement, c'est à peu près le montant des aides publiques aux entreprises qui ne servent pas à créer des emplois, qui ne servent pas à développer la production, qui servent à augmenter les profits. Donc il y a un mauvais usage de l'argent public. Il faut à la fois... il faut pas supprimer les 200 milliards d'euros de dette, il faut qu'ils servent à autre chose qu'à alimenter les profits des grandes entreprises. Il faut qu'elles servent par exemple à embaucher des fonctionnaires pour combattre l'évasion fiscale, et puis à embaucher des infirmiers, des médecins, des enseignants, des cheminots, et former tous ces gens-là, et développer un service public. Bon. Donc c'est un autre critère. Il faut aussi d'autres critères de gestion du service public, d'autres critères de gestion de l'État, pas seulement les entreprises privées. Bon, c'est une position politique cohérente qui peut aussi aider à développer par exemple sur les retraites, notre proposition c'est développer l'emploi. Si on crée 2 millions d'emplois, si on augmente les salaires, on gagne 10% de points de valeur ajoutée, mais ça ne va pas se faire tout seul, c'est une affaire de lutte sociale. Et de politique économique, avec la modulation des cotisations sociales, avec la pénalisation des revenus financiers des entreprises. Bon, j'ai fait des vagues calculs grossiers dans le dernier numéro. On peut faire entrer peut-être en 5 ans 140 milliards. Au bout de 5 ans, c'est 140 milliards d'euros qui rentrent chaque année en plus dans les caisses de la sécurité sociale. C'est pas assez d'ailleurs, mais c'est déjà un début quand même, c'est déjà pas mal. Donc, et ça veut dire aussi qu'on va s'endetter. On va emprunter de l'argent pour embaucher des fonctionnaires et développer les services publics. Le deuxième problème, le premier problème, c'est à quoi ça sert l'argent qu'on va obtenir en s'endettant. Le deuxième problème, c'est comment on va s'endetter. Est-ce qu'on va s'endetter auprès des marchés financiers et avoir le couteau sous la gorge dès que les taux d'intérêt vont commencer à remonter, on est mort. Ou est-ce qu'on va, par exemple, pour développer les services publics, obtenir que la Banque Centrale Européenne, qui est capable de mettre 2400 milliards sur le marché en claquant des doigts, est-ce qu'elle ne peut pas mettre 1000 milliards, 1500 milliards, 2000 milliards dans un fonds de développement des services publics? Manifestement, elle pourrait. Techniquement, elle pourrait. Elle ne le fait pas. Bon. Christine Lagarde, dans son premier discours de présidente de la BCE, dit « ça va pas du tout, la politique monétaire fait ce qu'elle peut, mais on n'arrive pas à sortir de la crise. Il faut développer les investissements publics. » Alors ça fait 20 ans que la BCE explique qu'il faut baisser les dépenses publiques, et là, d'un seul coup, la crise est tellement profonde qu'elle commence à dire le contraire. Et qu'est-ce que tu attends? Voilà. Sur le débat de la retraite, on a des copains à la section de Moulin qui font une université une fois par mois. Et on a regardé un schéma. En fait, depuis 1950, le produit intérieur brut en France était multiplié par 47, le nombre de salariés par 8. Alors, s'il n'y a pas d'argent, mais oui. Je veux dire que, alors, de culpabiliser en disant, il n'y a pas assez de... On vit trop longtemps, on meurt trop vieux, etc., qu'on n'a pas assez travaillé. Il y a une réalité, c'est qu'on n'arrête pas de produire de la richesse, on en produit plus. Chaque année, on est dans le positif. Donc le tout, c'est de pouvoir partager. Mais pas seulement, parce que... les politiques qui soient... besoin de politique impose ce partage. Mais il y a le partage, mais le partage, il dépend de la façon dont on crée les richesses. Par exemple, là, c'est toujours ce schéma, je l'aime beaucoup parce qu'il montre très bien ça. La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est pas venu parce qu'un jour, à l'époque c'était monsieur 80, c'était monsieur Giscard d'Estaing, donc 83, c'était monsieur Mitterrand. Bon. Monsieur François Mitterrand n'a pas dit un jour, tiens, je vais faire baisser de 10% la part des salaires dans la valeur ajoutée. Ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a autorisé les marchés financiers, il a libéré les taux d'intérêt, les marchés financiers ont pris le pouvoir et ils ont dicté leur conduite aux entreprises. Et à partir de ce moment-là, les entreprises, quand elles ont eu de l'argent à investir, elles ont choisi éventuellement de ne pas l'investir et d'entretenir le chômage. Ou alors quand elles investissent, elles faisaient des choix technologiques qui faisaient qu'on va dépenser beaucoup pour des machines pour supprimer des emplois. Et on avait des gains de productivité. On en avait plus qu'aujourd'hui parce que les gains de productivité existent toujours, mais ils ont tendance à se ralentir. On avait des gains mais quand les gains de productivité arrivent, le capital
Il dit aux gens voilà, le travail que vous étiez 10 pour faire un certain travail, maintenant, on peut le faire avec une seule personne. Donc il y en a 2 qui dégagent. Allez voir sur le marché du travail si vous êtes employable. Ça, c'est la gestion typiquement capitaliste. Et c'est très mauvais pour les gens, mais c'est très mauvais économiquement, parce que du coup, ça fait quand même 9 personnes, en l'occurrence, qui ne vont plus créer de richesses. Et les richesses qui ne sont pas créées, on ne peut pas les partager. Donc il y a vraiment un problème de bataille sur le contenu de la gestion des entreprises et de la gestion des services publics. Par rapport à Christine Lagarde, là, le fait qu'elle dise qu'il faut développer les services publics, est-ce que c'est pas plutôt dans l'idée que ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est-à-dire que les entreprises, le capitalisme engrange les richesses et socialise ses pertes? Ah oui. Et du coup, c'est plus ça l'objectif que de faire repartir l'économie, c'est plus d'amortir leur chute à eux, enfin la chute du capitalisme, que de réellement enclencher quelque chose de... Je pense qu'il y a une contradiction chez elle, effectivement, parce qu'elle voit bien que, le capital produit de la déflation aujourd'hui, donc il faudrait en sortir, et en même temps, si on faisait ça, il faudrait déroger aux critères de rentabilité. Et, du capital qui ne vise pas la rentabilité, c'est plus du capital. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Est-ce que tu vas faire profiter les participants de cette formation? Est-ce qu'on peut l'envoyer à un responsable? Mon PowerPoint là. Ah bah oui. Alors bon, c'est vrai que les habitués ont déjà vu certains diapos. Il y en a qui reviennent à chaque fois. Mais oui, je vous envoie ça. Oui. Tu l'envoies à Pierre de nouveau ou quoi? Je te l'envoie, puisque je t'envoie un déjà, celui de l'université d'été, donc je t'envoie les 2. Très bien. Tu n'oublies pas. Ouais. Tu n'oublies pas de m'envoyer. Il dit l'adresse de tout le monde. Hier, de samedi. Pas de ceux qui sont Ah d'accord. Ok. Alors, moi j'avais une question là. Oui. Bon, c'est évidemment très spectaculaire quand la chute sur ton destin là est spectaculaire, la montée après 1979 la part capitale. Oui. S'il se passe ça, c'est qu'il y a un rapport de force qui l'a permis. Oui. Hein? Et parce que c'est pas uniquement des mécanismes aveugles comme ça. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un rapport de force, d'une part, puisse passer de cette façon vers 1900, à la fin des années 70 et au début des années 80, et comment on peut inverser un rapport de force, comment la population peut prendre un petit peu les choses en main pour que ça ne soit pas toujours le jouet de tout. Et là, on entre dans toute la complexité, parce que si c'était que de l'économie, ça serait simple. Mais là, ça devient de la politique. Et c'est très compliqué. Parce qu'il y a bien sûr la suraccumulation de capital et tous les effets économiques qui sont... Le chômage, ça affaiblit les travailleurs, c'est clair. Mais pas seulement. Je pense qu'en 80, on a été mauvais. Quand la gauche est arrivée au pouvoir. Collectivement. Bon, alors, c'est facile à dire après. Mais est-ce que c'est pas aussi qu'on a insuffisamment anticipé ce genre de choses? Probablement. Parce que moi, je me souviens ça devait être en 1975 ou 1976, hein, Raymond Barre, 10 ans, il y a la crise chez nous, il n'y a pas la crise dans les pays de l'Est, donc on va se retrouver dans des situations sociales intendables. Hein, et à ce moment-là, ils ont contre-attaqué. Ils ont contre-attaqué aussi dans la réflexion pour arriver, parce que bon, Margaret Thatcher, etc., n'est pas arrivée comme ça, comment dire, tombée du ciel. Quoi, hein. Il y a une préparation intellectuelle. Ah oui. Hein, je ne sais pas si c'est Hayek, si c'est... Hayek, oui, absolument. Oui. Hein. Bon, est-ce que tous les mouvements émancipateurs, hein, pas simplement les communistes, n'ont pas trouvé dans une situation dans les années 70 où ils s'endormaient un petit peu sur leur laurier, où il y avait tout un tas de pays qui semblaient tourner rouge, etc. et tout ça, et à se dire que dans le fond on était dans le sens de l'histoire et qu'il n'y avait plus tellement à se creuser, quoi, hein. Oui, je pense, oui. Mais en même temps, déjà à l'époque, on aurait pu diagnostiquer quelque chose comme une crise du socialisme soviétique. On aurait pu.
Parce que cette analyse-là, elle n'a pas été très poussée jusqu'à présent. Mais il faudrait la pousser. Parce que si l'Union soviétique s'est effondrée, c'est aussi pour des causes internes. En raison de contradictions, d'une incapacité à faire face à des phénomènes montants, comme par exemple la révolution informationnelle et la révolution écologique. On sait bien, le bilan écologique de l'Union soviétique est... Alors, quand je dis bilan, c'est pas le mot qu'il fallait. Mais je veux dire que... parce qu'ils ont fait des trucs très bien en plus. Par certains aspects, y compris pour défendre l'environnement, certaines... Et puis en même temps, ils ont asséché la mer d'Aral et tout ça, on connaît l'histoire. Donc, et puis ils ont essayé aussi de... Ils ont essayé... Bon, pas là, parce qu'après ça devient du café du commerce. On n'a pas fait ce travail-là. Mais pourquoi l'économie soviétique, elle aussi, a été frappée par une crise d'efficacité, à la même époque d'ailleurs que l'économie capitaliste, pas complètement une coïncidence, probablement. C'est une étude qui, bon, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais il faudrait vraiment aller au fond de cette analyse-là pour comprendre pourquoi l'Union soviétique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le camp soviétique disparaît, question rapport de force, ça change beaucoup de choses, évidemment. Quelque chose que je trouve assez paradoxal, je ne sais pas si je suis parmi bien ou pas, mais je trouve que, on parlait de la planification, je trouve que ce que fait la Banque centrale, sans être vraiment centré sur la Banque centrale, c'est quasiment de la planification soviétique, quoi. Le fait de dire, voilà, on va racheter, et de dire, je trouve ça assez paradoxal. Oui, non, oui, c'est vrai, oui, j'avais pas pensé à cette façon de voir les choses, mais oui. Oui, et c'est un des mécanismes du capitalisme monopoliste d'État, hein, c'est une forme de dévalorisation. C'est la dévalorisation du capital de la Banque centrale pour permettre aux financiers sur les marchés financiers de gagner plus d'argent. Oui. Ça fait une dévaluation de fait, de l'euro. Quand on émet de la monnaie comme ça fait une dévaluation de fait. Alors, c'est pas une dévaluation par rapport aux autres monnaies, parce que toutes les monnaies en font autant. Oui, mais on peut dire qu'il y a effectivement une forme de perte de valeur des monnaies telles qu'elles circulent, puisque la quantité de monnaie qui est émise croît plus vite que la quantité de richesse qui est créée par le travail des gens au même moment. Oui. Ça renvoie aussi à la question des critères de gestion. Complètement. Effectivement, quand on émet de la monnaie sans critères de gestion, complètement. On est complètement à côté de la plaque. Oui. Et, ça émet à perte. Ça renvoie à ce qui se discutait juste avant. Je pense que une des choses qui n'a pas été vue dans les années 80, qui a été complètement sous-estimée, c'est cette avancée sur les nouveaux critères de gestion, qui a été pratiquée par quelques professionnels et par le club. C'est-à-dire qu'on a eu telle difficulté à faire passer ce genre de choses. Peut-être qu'on manquait un peu de démarche stratégique en même temps. C'est-à-dire qu'on était un peu trop centré sur un aspect, mais c'est resté c'était peut-être plus important de se battre sur les nouveaux critères de gestion que sur le noyau dur, la dénationalisation, je sais plus comment ça s'appelait. Oui. Le noyau stable, enfin bref, ce cœur des multinationales qu'il fallait nationaliser. Peut-être que si on s'était plus battu sur les nouveaux critères de gestion, moi je pense. Oui. Une situation plus favorable. Je pense. Mais c'est curieux parce que je suis en train de lire un bouquin qui va sortir là, incessamment de François Morin, donc, qui était à l'époque l'universitaire spécialiste de la structure financière du capitalisme français. Quand on voulait savoir les liens financiers, à l'époque c'était Suez, Paribas, c'est vraiment lui, il avait étudié ça à fond, il faisait autorité, pas de doute. Et au moment des nationalisations, le gouvernement socialiste de l'époque lui a demandé de participer au cabinet de Jean Le Garec qui était chargé des nationalisations. Donc là, dans son dernier bouquin, il raconte l'histoire. Donc je n'ai pas fini de le lire, mais les conclusions auxquelles il arrive sont intéressantes, parce que lui, il était vraiment... il n'avait pas sa carte du Parti Socialiste au départ, il l'a prise, je suppose, et puis il était dans les cabinets, vraiment. Mais aujourd'hui, ce genre de raisonnement, quasiment dans ces termes, je l'ai retrouvé dans les conclusions de son bouquin. Il ne suffisait pas que l'État prenne la propriété du capital des entreprises nationalisées. Il aurait fallu conquérir des pouvoirs. Oui. L'analyse qu'il fait de Bercy aussi. Et puis après, il a été confronté à ça directement. Oui.